Bonsoir, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je découvre le chat en même temps. Bonsoir Diane, bonsoir Stéphanie, bonsoir Laurence, bonsoir Valérie. J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus pour cette soirée d'échange sur le thème « Vivre au-delà des peurs » avec Thomas qui nous rejoint dans quelques secondes. Valérie, bonsoir de Tahiti. Bienvenue, bienvenue. Nous voilà Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir Gabin, bonsoir Laurie, et bonsoir tous et toutes qui nous rejoignez. Bienvenue pour cette soirée d'échange. C'est toujours joyeux de voir les noms qui défilent avec les origines des uns des autres. Ça me fait chaud au cœur. Bienvenue pour cette soirée d'échange, on est ravis de vous retrouver. J'ai l'impression que la technique fonctionne très bien. C'est toujours très joyeux en début de soirée de voir que ça fonctionne. On est ravis de pouvoir vous retrouver à l'approche de cette fin d'année, des fêtes de fin d'année. C'est un petit peu un rendez-vous qu'on a pris l'habitude maintenant depuis, je crois que c'est au moins la 3e année, où on se retrouve comme ça en fin d'année pour un moment d'échange. Merci à vous pour votre présence et pour votre confiance. On est ravis de vous retrouver. Peut-être avant de démarrer, de vous présenter un petit peu, donc soirée d'échange, donc on partagera comme à notre habitude des questions. Un grand merci pour les personnes qui nous ont partagé les questions en amont de la soirée. Pour cette soirée, vous êtes nombreux à vous être inscrites, on est vraiment ravis de ça. Et vous êtes également très nombreuses à nous avoir partagé des questions. On a reçu un petit peu plus de 90 questions et donc on s'est dit combien de soirées d'échange sur le thème Vivre au-delà des peurs nous allons faire. Donc pour ce soir, on est conscient qu'on ne pourra pas répondre à tout, mais en tout cas, on est vraiment ravis de vous avoir lu. Et puis, on a, vous allez voir, sélectionné des questions qu'on a organisées d'une certaine manière. Mais peut-être, avant de vous présenter ça, j'aimerais savoir, Thomas, comment tu vas, puisque peut-être que certains d'entre vous le savent. Thomas, tu as eu un accident il y a 2 semaines maintenant, qui t'a contraint à annuler certains de tes engagements. Et je crois que c'est un peu ta, entre guillemets, reprise ce soir. On est ravis que tu sois présent avec nous. Oui, mais merci beaucoup Gabin. Je m'appesantis pas sur mon sort, mais effectivement, j'ai eu un accident de voiture avec ma fille qui était encore en conduite assistée. J'étais son assistant et nous avons été heurtés par un camion qui dépassait un autre camion et la voiture est partie en toupie. Elle est en sinistre total et donc nous nous en sortons très bien. Ma fille n'a rien et moi j'ai juste 2 côtes cassées, ce qui est douloureux, mais évidemment pas grave du tout. Et donc voilà, je m'en remets. C'était il y a 15 jours et voilà, je suis là. Parce que je fais cette précaution parce que je réalise que je pense que mes neurones ont été secoués dans l'accident et que je suis pas toujours aussi clair que ce que j'aimerais. Donc, je vous demande votre bienveillante compréhension que voilà, c'est ma première rencontre avec le public depuis l'accident il y a 15 jours et je suis peut-être pas aussi clair et précis que ce que j'aimerais et parfois je dis un mot pour l'autre. Voilà, j'imagine que tout ça va se mettre en place tranquillement. Et en tout cas, je tire parti de cet accident pour en tirer les leçons nécessaires, même si c'est pas moi qui étais au volant. Voilà, bienvenue à tout le monde en tout cas, ravi de vous rencontrer. Merci beaucoup Thomas et merci beaucoup d'être avec nous pendant cette période de convalescence puisque ça t'est arrivé il n'y a pas très longtemps maintenant et donc un grand merci à toi d'être présent parmi nous. Donc bien sûr qu'on sera de tout cœur avec toi tout au long de cette soirée. J'espère que ça va aller pour toi. Merci pour vos jolis encouragements très, très touchants. Et il y a 2-3 personnes qui m'ont dit bon anniversaire. C'est vrai que c'était hier. J'ai eu 66 ans hier. Je suis très impressionné que ça avance si vite. Mais voilà, c'est la vie. Profitons-en. Et oui, joyeux anniversaire Thomas. 66 ans, c'est beau. Parfait. Alors, pour ce soir, donc, on a 2 grands moments qui nous attendent. Un premier moment de questions-réponses avec 4 thèmes qu'on a organisés par rapport aux questions qu'on a reçues autour de ce thème-là général de vivre au-delà des peurs. Donc, première partie, ça sera les peurs pour soi-même. Ensuite, nous nous intéresserons aux questions sur les peurs dans les relations. Ça peut être, on a vu passer des questions, les peurs par exemple dans le couple, dans les relations de couple, dans la famille, avec les enfants, également des questions par rapport à la peur du regard des autres.
Ensuite, on s'intéressera à la peur dans les projets. Je pense à quelques questions sur la peur, par exemple, de l'échec, la peur de se lancer, la peur d'oser suivre des élans ou des rêves ou des choses qui nous animent, également des peurs par rapport au syndrome de l'imposteur. Et puis, nous avons également reçu des peurs qui sont là en lien avec peut-être une dimension plus vaste, avec le monde dans lequel nous évoluons, avec peut-être les situations, les actualités nationales, internationales, les enjeux également écologiques et voilà toute la période que l'on traverse collectivement dans le monde. Donc voilà un petit peu comment on a organisé les questions pour avoir aussi une progression, un fil rouge. Et puis nous terminerons la soirée en vous présentant, pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, un nouveau séminaire en ligne qui est tout frais, tout neuf, qui sort ce soir et on est vraiment ravis de pouvoir vous le présenter. C'est une formation en ligne qui a été réalisée il y a quelques mois maintenant, pendant 6 jours, avec un groupe d'une 30aine de participants, là où tu animes habituellement tes formations Thomas et également là où tu vis depuis longtemps. Tu pourras peut-être nous en parler, mais en tout cas, on est vraiment ravis de présenter cette formation puisque déjà le contenu, on se rend compte que ce contenu-là, Vivre au-delà des peurs, rencontre des besoins, des demandes, des questions, des attentes, et donc c'est un contenu qu'on est ravis de pouvoir mettre à disposition. J'ai également une pensée pour le groupe de participants avec lequel on a vécu une semaine assez incroyable et qui a accepté que ça soit partagé et mis au service de personnes qui auraient cet élan-là également de découvrir ces contenus. Et puis, j'ai une pensée pour toute l'équipe qui a travaillé aussi sur ce séminaire. Je pense bien sûr au réalisateur Tim Yvain, je pense à Laurie pour toute l'organisation, la coordination, également la mise en place de toutes les vidéos sur les espaces de formation. Et je vous dis tout ça puisque cette formation, on la trouve vraiment très belle et elle vient vraiment concrétiser des rêves qu'on porte depuis plusieurs années maintenant, d'arriver à transmettre ces contenus-là qu'on trouve précieux, également dans une qualité dans la forme. Et vous verrez, on vous partagera à la fin quelques images. Voilà, les vidéos on les trouve en tout cas assez incroyables, très belles, et donc vraiment au service de cet enseignement que l'on trouve précieux. Voilà pour le programme du soir. Est-ce que ça vous va? Parfait. Ça va pour toi, Thomas? Parfait, merci Gabin pour cette belle présentation alléchante. Hâte d'entrer dans les échanges avec vos questions. Eh ben, on peut démarrer donc avec les peurs pour nous-mêmes, les peurs qui nous concernent un peu personnellement. Et donc, on démarre avec 2 questions, une question d'Annie et une question d'Hélène. J'ai parfois du mal à regarder mes peurs en face et je contourne le problème en me centrant sur autre chose de plus agréable. Je ne me débarrasse pas pour autant de ces peurs. Comment travailler en profondeur pour les apprivoiser? Annie. Et comment faire croître concrètement le courage? Comment le faire apparaître et grandir en nous? Hélène. Merci à toutes les deux, Annie et Hélène, pour ces questions pertinentes dans lesquelles j'imagine que plusieurs autres personnes ce soir se reconnaîtront. J'ai du mal à regarder mes peurs en face et contre le problème, et ça ne me débarrasse pas pour autant de ces peurs. Oui, c'est une chose que la vie nous invite à apprendre petit à petit. Je ne peux pas sortir de ma peur sans y entrer. La seule façon de sortir d'une peur, c'est d'y entrer. C'est-à-dire d'aller voir qu'est-ce qu'elle dit de moi. Et donc j'ai besoin, si l'écran le permettait, je montrerais que je m'assois, je fais asseoir la partie de moi qui a peur à côté de moi, sur la chaise la plus proche, et je crée un dialogue avec cette partie de moi. Je vais écouter, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce qui se passe en moi? Et évidemment que c'est apeurant que d'aller rencontrer sa peur, c'est clair, ça tombe sous le sens, c'est une sorte de lapalissade. Et en même temps, c'est une partie qui souhaite quelque chose, que j'ai besoin de comprendre. Il y a une envie derrière la peur, il y a un désir, il y a une pulsion de vie qui voudrait quelque chose, qui voudrait aller vers. Et donc c'est en écoutant la peur que petit à petit je peux comprendre ça. Alors, je vais peut-être faire un raccourci pratiquement de l'ordre du marketing, et c'est bien ce qu'on explore dans le séminaire qu'on vous présentera tout à l'heure et qui vient de sortir tout frais du montage et de la mise en forme. Comment faire pour entrer dans le dialogue avec les peurs petit à petit, et sentir que si j'ai peur, c'est pas tout moi qui a peur, c'est une partie de moi a peur. Ah, c'est une partie.
que 17 parties. Et pour ça, vous l'aurez perçu, et ceux qui ont suivi ces échanges régulièrement ou d'autres formations que nous faisons avec Gabin ont réalisé, j'ai besoin de prendre assise sur les autres parties de moi qui sont dans la joie, dans la confiance, dans la gratitude, dans l'émerveillement, dans la douceur, dans la tendresse. Et comme je suis bien assis dans cette partie de moi que je côtoie régulièrement, je peux m'enhardir à aller voir qu'est-ce que cette peur dit là. Mais si, évidemment, inversement, je n'écoute jamais la joie, la douceur, la tendresse, l'émerveillement, et que tout d'un coup, il y a de la peur, moi, j'ai l'impression que c'est un tsunami et que je vais me faire écrabouiller complètement. Vous voyez l'importance d'avoir un discernement élargi pour pouvoir réaliser que j'habite au milieu de toutes les parties de moi, que je suis centré. Et ça, de nouveau, ça s'apprend. Merci beaucoup, Annie, pour cette question très précieuse. Hélène, comment faire croître concrètement le courage? Comment le faire apparaître et grandir en nous? Bien, c'est la suite de la réponse à Annie, me semble-t-il. C'est petit à petit, évidemment, comme un jardinage. Je m'enhardis petit à petit à aller un peu plus près de ma peur. Pas peut-être d'un coup, évidemment. Et éventuellement, j'en parle à quelqu'un qui peut m'écouter, surtout sans m'interrompre, ni me consoler, ni vouloir me sécuriser, mais quelqu'un qui me laisse poser ma peur, petit à petit l'explorer. Et ce qui fait peur précisément, c'est de se monter toute une histoire par rapport à cette peur, de croire qu'on est seul à avoir peur, que personne ne nous comprendra dans la peur, qu'on est la seule personne qui vit une chose pareille. C'est une illusion extrêmement destructrice, parce que bien sûr que nous sommes tous des humains faits de la même farine, et que vivre, c'est notamment avoir peur, et que tout le monde a peur, c'est clair. Mais tout le monde est également équipé de la capacité à traverser ses peurs et à muscler davantage de courage, et j'ose dire de sympathie pour la partie de moi qui a peur. Mais oui, rappelez-vous, tous les enfants ont peur du noir, et peur qu'il y ait des monstres, et ils regardent sous leur lit, et ils vont voir derrière les rideaux, et parfois on leur met une petite lumière, parfois une musique pour qu'ils soient apaisés, qu'il y ait un sentiment de présence rassurante. Eh bien, c'est ça précisément qui peut grandir en nous, c'est la sensation profonde que nous appartenons à une présence immense et rassurante, et que la peur n'est qu'une petite partie de mon humanité, mais je ne suis pas que ça, voyez. Et donc, élargissons petit à petit le discernement. Merci beaucoup, Hélène, pour cette question pertinente également. L'apprentissage petit à petit. Merci beaucoup, Thomas, pour ces premiers éléments. La question suivante nous vient de Mélanie. J'ai conscience de mes peurs, je les comprends, je sais les analyser, mais je n'arrive pas à passer outre, ce qui m'emmène dans des schémas répétitifs. Comment agir sur ces peurs? Merci beaucoup, Mélanie. C'est également fréquent de rester à un niveau de conscience qui ne résout pas grand-chose. Ce qui est intéressant, au-delà de la compréhension, c'est la sensation d'un espace de sécurité au-delà des peurs. On peut comprendre la mécanique. Je sais pourquoi j'ai peur, mais je bouge rien. Rien ne se change en moi. C'est de pouvoir aller voir de besoin en besoin. Rappelez-vous que nos besoins sont comme des poupées russes qui s'emboîtent un peu les uns dans les autres. Et c'est ainsi que nous pouvons apprendre à descendre d'un besoin qui paraît peut-être à l'évidence au premier niveau, à un deuxième besoin qui apparaît à l'évidence au deuxième niveau, petit à petit, aller voir, mais qu'est-ce qui fait si peur? Pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui est menaçant? Qu'est-ce qui risquerait d'arriver finalement? Et très clairement, nous allons rencontrer notre ego. C'est l'ego qui a peur. Notre être profond n'a peur de rien. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez qu'il lui arrive à notre être profond? Il s'est habillé un moment de ce vêtement d'homme ou de femme, et de ce vêtement d'émotion et d'analyse et de prospection, et tout ça l'encombre beaucoup. Mais si je me défais petit à petit de ce qui n'est pas vraiment moi, qui est juste l'humanité incarnée dans cette période-là, dans ce passage bref dans le temps, si j'essaie de rencontrer la partie de moi qui est au-delà de ça, de moins en moins j'ai peur, parce que je vais sentir de plus en plus cette fameuse présence dont je parlais juste avant, qui préexiste, qui est notre vraie nature, vous voyez. C'est pas du prêchi-prêcha ce que je vous raconte, hein, c'est de la pratique, c'est de l'immersion, c'est de l'intégration par d'autres canaux que le canal logico-mathématique qui voudrait bien comprendre. C'est une part de comprendre, mais c'est pas suffisant. Nous avons besoin de ressentir plus vaste que nous sur quoi prendre appui. Voilà ce que nous pouvons apprendre à faire petit à petit. Merci beaucoup, Mélanie.
Merci Thomas. La question suivante. Quelle est la clé ou l'attitude à adopter lorsque l'on est toujours angoissé? Je passe d'une peur à l'autre alors qu'au final, rien ne se passe jamais mal. J'ai toujours peur de faire faux, peur d'être critiqué, peur de me faire gronder, peur du regard des autres. Dois-je creuser mon enfance? Comment puis-je attaquer ces ressentis négatifs? Merci pour votre précieuse aide, Simone. Merci Simone. N'attaquez rien, s'il vous plaît. Jardinez plutôt. C'est une boutade, bien sûr, mais comment traiter ces ressentis négatifs? En leur faisant de la place, bien en face, et en les accueillant, et en cessant de tergiverser, de bondir de l'un à l'autre. Je les prends un à un. Et quand je réalise que j'ai peut-être une peur d'être critiqué, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce qui va arriver si je suis critiqué? Suis-je si fragile? Et donc, je ne me juge pas, mais j'accueille ma fragilité. Ai-je besoin juste de sentir aussi ma force, mon ancrage, ma verticalité? Est-ce que c'est ça dont j'ai besoin de prendre conscience et peut-être de travailler, de sentir que je peux me montrer davantage, hein? Qu'est-ce qui se passe en moi quand je ressens de la peur? Peur de me faire gronder? Bon, est-ce que le regard de l'autre, à l'âge que j'ai, est si important? Qu'est-ce qui dépend de ça? Hein? Qu'est-ce qui fait que j'ose pas être juste moi-même et d'imposer les choses? Et observer finement pour regarder que les freins sont souvent simplement des souvenirs, des habitudes. Évidemment, quand on est enfant, on a peur d'être grondé, on a peur d'être critiqué dans la cour de récré si on est différent, si on a des attitudes différentes, si on est plus fragile, plus sensible, ou Dieu sait quoi, enfin toutes ces choses-là. C'est bien légitime, c'est des imprégnations, mais c'est juste des imprégnations ou des programmations. Je peux petit à petit défaire ça en disant, écoutez, merci les peurs, vous m'avez peut-être protégé, j'ai pas été grondé parce que j'étais très sage, je n'ai pas été bousculé à la cour de récréation parce que j'ai fait mine de rien, je suis passé un peu fade et inaperçu, pour mettre ces mots-là, disons, et ben maintenant c'est fini, maintenant j'existe, et j'ai plus peur d'apparaître, et je me montre comme je suis. Et ça, c'est une perspective, je me visualise à l'aise, confiante, osant, m'affirmant, je me visualise régulièrement. Et c'est ça le travail de jardinage, c'est que j'ai à la fois écouté d'où viennent ces peurs, qu'est-ce qu'elles disent de moi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait impression, qu'est-ce qui s'est donc imprimé, mais si je fais pas gaffe, ça pourrait m'amener à la dépression, hein. Et donc, qu'est-ce que j'ai aussi besoin de mettre en place aujourd'hui? Vers quoi je tends? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Qu'est-ce que je veux vivre? Et mettez le numéro que vous voulez sur les années que vous souhaitez vivre, mais dites-vous bien, durant ces années-là, voilà ce que je vais vivre, ce vers quoi je tends. Et ça n'a rien à voir avec de la méthode Coué, parce que c'est pas maintenant j'ai confiance et tout va bien en se l'imposant de nouveau de façon brutale. Non, c'est je me vois développant de plus en plus de confiance en moi. Je me vois m'osant m'affirmer dans un débat contradictoire où je suis pas d'accord avec les positions qui sont prises par le reste du groupe. Je me vois oser m'habiller exactement comme j'ai envie en n'ayant absolument pas d'égard à ce que les gens vont dire dans la rue. Je me vois, etc., explorer d'autres domaines ou m'intéresser à ceci ou ça. Et ça donne une saveur à la perspective, une aimantation. Je suis aimanté vers ça. Et vous connaissez le jeu de mots que j'aime utiliser. Je deviens aimant de l'état vers lequel je tends. Et cela aimante des occasions de le vivre. Voilà ce que je vous propose. Hein. Dois-je creuser mon enfance? Un petit peu, oui. Mais surtout, aller tendre vers ce que vous aimeriez vivre. Voilà, Simone. Merci beaucoup pour votre question. Merci Thomas. La question suivante, c'est une question de Luce. Bonsoir, comment surmonter les peurs acquises dans notre enfance? J'ai intégré les peurs de mon entourage étant petite et j'ai beaucoup réprimé mon côté casse-cou. Je me retrouve bloqué et paralysé par la panique dès que je me sens dépassé par la situation, que je n'ai pas un contrôle quasi absolu. Ça peut être pour un sport, escalade, une activité professionnelle, artistique, non sécurisante, etc. Merci Luce. De nouveau, vous n'êtes pas la seule à vivre ça. Si ça peut vous donner un peu de baume au cœur et d'assurance qu'on peut en sortir. Bien sûr que nous avons souvent intégré les peurs de l'entourage. Ne monte pas sur le tronc d'arbre, n'escalade pas le rocher. Attention, tu vas glisser, tu vas tomber. Mon Dieu, qu'est-ce que nous avons capté comme réflexe de contraction, de limite, plutôt que d'expansion et d'ouverture. Et nous avons besoin, comme vous le faites, de l'observer et de faire le lien. Oui, ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça. À l'époque, je ne veux plus que ça se passe comme ça. Je tends vers une autre façon de vivre les enjeux qui me tentent. Et donc, petit à petit, je m'achemine sur les choses que j'aime faire.
Et si c'est de l'escalade, eh ben, je vais faire de l'escalade. Si c'est grimper dans les arbres, ben, je vais grimper dans les arbres. Une activité professionnelle ou artistique, dites-vous, oui, si vous avez envie de danser ou de chanter, beaucoup de peur derrière ces habitudes, hein, pour beaucoup d'entre nous qui avons appris à la fermer d'abord, à ne pas émettre le son de sa voix et à garder des postures plus ou moins dignes. Donc le fait de danser, ben, on se dodeline un petit peu, ou plus ou moins, et je l'espère plus d'ailleurs, parce que c'est très agréable de danser avec tout son être et tout son cœur et toute sa joie. Eh bien, allez vers ça, petit à petit, mettez-vous la musique à fond chez vous et dansez. Dansez, chantez à fond la caisse en allant dans un bois, dans un parc. Sentez votre voix qui vous traverse et qui vous témoigne combien vous êtes vivante et combien il y a de la force en vous, de l'énergie ou de la délicatesse si vous chantez plus doucement, etc. Sentez, c'est vraiment de nouveau le fil de mon travail de nous permettre de ressentir, pas tant de comprendre, mais de ressentir. Ah, la vie va par là, c'est comme ça que j'ai envie de vivre. Mon expansion, je la sens à l'intérieur de moi quand je fais, quand je touche ces choses-là, quand je m'y autorise, il y a de l'ouverture. C'est cette sensation profonde qui indique l'axe de la boussole. Et petit à petit, ça s'intègre parce que vous êtes en train d'aimer la vie en vous, pas ce que les événements ont fait de vous. Un être peut-être un peu trop programmé, un peu trop réduit, un peu trop attentif aux autres, comme beaucoup d'entre nous. Et vous êtes plus attentif à ça. Vous êtes attentif à ce que la vie pulse en vous comme goût de vivre et d'apporter à la vie. C'est ça qui peut nous transformer petit à petit. Vous savez, j'ai mis du temps à oser parler en public. J'étais un garçon très très timide et le rouge me venait aux joues dès que je prenais un peu la parole devant quelques personnes. Et mes premières années d'avocat étaient très pénibles quand il s'agissait d'aller plaider quelque chose. J'étais embarrassé. Et c'est petit à petit que j'ai pu dépasser ces appréhensions, en partie liées à mon éducation. Ne te mets pas en avant, on ne prend pas la parole devant les autres, on attend que tout le monde est fini pour exister. Enfin bon, vous avez sans doute connu des choses comme ça, toutes bien intentionnées. Je ne critique pas du tout mes parents, ils faisaient avec les moyens qu'ils avaient. Mais nous avons besoin donc de démanteler ces vieilles habitudes, ces programmations, et de nous autoriser à vivre maintenant. Voilà, merci plus. Merci Thomas. Nous avons ensuite une question d'Anne. Bonsoir, j'ai 2 questions. Une première assez vaste. Comment reconnaître ses peurs? Et la seconde plus précise, comment ne pas confondre peur et instinct? Par exemple, si je sens que je ne dois pas faire tel choix, est-ce mon instinct qui très consciemment opte pour ne pas faire ce choix ou est-ce ma peur qui obstrue ma vision? Et les 2 questions qui suivent de Camille et de Sophie sont un peu sur le même thème. Je te les partage Thomas et tu vois après comment tu veux y répondre. La question de Camille, bonjour, j'ai l'impression d'avoir fait des choix dans ma vie par peur, de rater, de décevoir, de ne pas être à la hauteur, etc. La peur peut-elle être de bons conseils? Et la question de Sophie, comment faire la différence entre une peur projetée par notre mental, qui va du coup nous freiner dans notre élan, et une intuition qui viendrait nous indiquer la bonne direction? Merci beaucoup à toutes les trois pour ces questions très pertinentes à mes yeux et récurrentes. Effectivement, comment discerner ce qui a trait à de la limite du frein ou inadéquat ou de la protection, de la conservation de la vie. Qu'est-ce qui conserve, protège la vie? Qu'est-ce qui l'empêche? S'il n'y a pas une recette magique pour comprendre ça. De nouveau, c'est la pratique du côtoiement de toutes les parties de nous qui va petit à petit, cette pratique, nous permettre de sentir ça me met en mouvement. Ça me donne du goût, de la saveur. Par là, j'ai envie d'aller. Et peut-être qu'à un moment de retrait, je vais sentir que celui-là protège mon risque de précipitation ou de manque d'attention par rapport à des détails et protège donc ma capacité de prendre pleinement le sens de la direction que je veux prendre. Et donc il y a un frein lié peut-être à une appréhension, une peur, mais qui est utile et qui est au service du processus. Et si je pratique ça régulièrement, je vais de mieux en mieux comprendre quand est-ce que c'est pertinent parce que ça sert l'évolution, la croissance, le dépassement de soi à un juste rythme, dans une juste mesure, et en quoi ça le dessert, et ça empêche, et ça inhibe, et ça me maintient dans mes bandelettes de momie.
Et ça, c'est le travail régulier qui nous permet de nouveau, je vais croire que ça va être le leitmotiv de la soirée, de sentir si c'est juste ou si c'est pas juste. Pas de juger, ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est pas là que ça se passe. Hein. Ça se passe vraiment dans nos tripes, si je peux employer ce mot-là, assez populaire, mais souvent assez juste. Je le sens profondément à l'intime de moi parce que derrière ça, je sens de l'évolution, je sens de la croissance, je sens de l'expansion. Et donc, je peux reconnaître que ce ralentissement, ce petit moment de recul, ce pas de côté peut-être dans un cheminement a été pertinent et a servi le processus. Mais avec ce même discernement, je peux me dire, oh là, j'ai mis le gros frein à main parce que j'étais terrorisé par des habitudes de frilosité, des habitudes d'ego, qui a peur de rater, qui a peur de mal faire, qui a peur de pas être reconnu, de pas être au top tout de suite. Et là, c'est mon gros ego qui m'a coincé là-dedans. Et ça s'apprend de sentir qu'est-ce qui agit, qu'est-ce qui m'agit, qu'est-ce qui agit à travers moi, petit à petit, petit à petit. Et ça ne veut pas dire qu'à un moment, on n'est pas... ça ne veut pas dire qu'à un moment, on est complètement débarrassé des peurs. Hein, je vous l'ai redit, être humain, ça fait partie de notre fonctionnement d'être humain que de côtoyer des peurs et de nouvelles peurs en avançant dans la vie quotidienne. Pour être, par exemple, tout à fait sincère, cet accident dont je vous ai parlé arrive à un moment où j'avais une semaine, enfin 2 semaines d'ailleurs, très 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 chargées, très intenses. Et comme j'adore ce que je fais, vu de loin, je me dis bah oui, ça c'est très intéressant, on va prendre, c'est intéressant. Et puis ça c'est pas loin, je vais y aller quand même parce que c'est chouette. Et puis la semaine d'après, ouais, j'aurai une grosse semaine, mais quand même c'est intéressant, c'est chouette. Et j'adore, voilà. Et moi, j'ai l'habitude de me reposer profondément les week-ends, en famille, tranquille. J'habite la campagne, la forêt, tout ça. Je me ressource, donc je me dis, bah, j'aurai les batteries bien en forme pour y aller. Mais j'oublie qu'effectivement, je suis encore un peu gamin dans ma façon de fonctionner, que j'ai eu pas mal de semaines comme ça, et que donc, on arrive à la fin de l'année, et, bah, je suis fatigué. Et c'est clair que, en arrivant ces 2 semaines, je dis, ouf, j'ai pris un peu trop là. Ça fait beaucoup de déplacements comme un voyage. Je souhaite être encore plus vigilant dans les mois qui viendront. Et paf, là, pas que l'accident m'assit dans mon lit. J'étais 2 semaines pratiquement couché tout le temps et me fait annuler tout mon programme. Et on apprend petit à petit. Et ce qui peut faire peur, c'est effectivement de se dire, ben, j'ai peut-être besoin de changer des choses assez fondamentales. Et je ressens ça aussi, mais waouh, tiens, je vais devoir encore plus qu'avant dire non, parce que j'ai beaucoup de sollicitations. Et comment je vais vivre ça? Donc c'est un travail très intéressant de me dire, ben, la vie m'invite à un tournant, un passage vers autre chose, et comment est-ce que je vais accepter effectivement de ralentir pour faire autre chose. Il y a une partie de moi qui voudrait faire d'autre chose que ce que je fais maintenant. Rassurez-vous, je ne vais pas arrêter tout, mais faire un peu autrement. Et j'ai envie de donner de la place pour ça. Voilà, comme quoi, vous voyez, on a beau avoir 66 ans et une trentaine d'années de travail profond sur la connaissance de soi, la peur est toujours là au rendez-vous. Et nous pouvons la voir comme une amie qui vient nous dire « Hé, toc, 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 t'es peut-être un peu distrait là, tout droit dans ta ligne. » Merci beaucoup à toutes les trois, Anne, Camille et Sophie. Merci beaucoup Thomas pour ce partage authentique et cet exemple fort vivant. La question suivante nous vient de Lisa. Comment composer avec la peur du manque lorsque l'on est seul avec des ressources financières faibles et irrégulières et que pour autant on réalise maintes démarches de survie pour en sortir mais qui restent vaines jusqu'à présent? Merci beaucoup Lise, c'est vraiment une question bien d'actualité, bien cruciale au cœur de nos vies d'aujourd'hui. Comment composer avec la peur du manque lorsqu'on est seul avec des ressources financières faibles et irrégulières et que pour autant on réalise maintes démarches de survie pour en sortir, mais qui restent vaines jusqu'à présent? Eh bien, nous pourrions faire tout un séminaire sur le sujet, clairement, tant il y a des tiroirs successifs et on risque de paraître très sommaire. Voilà peut-être une proposition qui me vient en lisant ça. Je me sens proche de cette question. Hein. Vous le savez, j'ai quitté un métier de juriste qui était quand même confortable, bien nourri, si je puis dire, avec une facture régulière, un bon contrat. Et à un moment, j'ai quitté ça en disant j'ai absolument besoin de terminer mon bouquin. Et si
si je veux avoir du temps pour ça, j'ai besoin d'arrêter cette partie de ma vie qui est d'être juriste. Donc, il y a un basculement dans l'inconnu. De quoi je vais vivre, je sais pas. Mais j'ai besoin de faire confiance que la vie me veut du bien et que, en allant vers ce qui me fait tressaillir, donne du sens à ma vie, petit à petit, ça viendra. Ça a été un peu chaotique, c'est clair. Mais bon, petit à petit, effectivement, ça s'est révélé pertinent comme choix. Je n'invite évidemment pas personne à tout balancer, à tout bousculer, mais à accepter que ça va se faire de nouveau petit à petit. Et que nous aurons donc besoin, pour répondre à votre question plus précisément, Lisa, de vous demander qu'est-ce qui fait que les démarches que je fais, bien intentionnées, n'aboutissent pas. Qu'est-ce qui freine? Est-ce que j'y crois vraiment? Ou est-ce qu'il y a une partie de moi qui dit je vais essayer, mais ça marchera pas, et qui sabote d'emblée, et en sorte que l'énergie de ma démarche n'est pas là. Enfin, en tout cas, elle est même peut-être négative, elle n'est pas porteuse. Est-ce qu'il y a suffisamment à la fois d'élan de dire j'y crois, j'ai envie que ça aille, et en même temps de capacité à dire si ça va pas là, ça ira ailleurs. Vous voyez, pour effectivement ne pas être complètement effondré si cette démarche-là ne répond pas, puis celle-là non plus ne répond pas. Alors peut-être que ce que je vous dis là à l'instant, Lisa, vous paraît cruel parce que vous parlez de maintes démarches, donc peut-être vous dire mais il y a beau de parler, moi j'ai fait plein de démarches et puis ça n'a quand même pas marché. Voilà, c'est l'invitation que je vous fais. Est-ce que la perche que vous tendez à l'univers pour qu'il la prenne et vous amène à des activités qui vous plaisent, qui vous touchent et qui apportent de la sécurité, est-ce que cette perche est tout à fait dégagée d'une impression que ça n'ira pas, que vous ne méritez pas ça, que on n'est pas là pour rigoler et que en baver, ça fait partie de la vie comme ça? C'est peut-être ce discernement qui peut nous aider à visualiser, j'y crois, j'ai besoin de faire confiance que j'ai ma place dans l'univers, que je vais pouvoir faire des choses qui me plaisent, qui me touchent, qui nourrissent mes élans mon élan de vie, mes talents, et qui m'apportent une sécurité suffisante pour vivre. Je ne cherche pas ni la gloire, ni la fortune. Ça n'apporte pas forcément la joie. Je cherche la joie dans une certaine sécurité matérielle. Voilà, un travail de peut-être simplification des attentes et concentration. Quelle est la qualité de ce que vous voulez vivre? Quels sont vos talents que vous aimeriez mettre au monde? Quel est le climat dans lequel vous aimeriez vivre, de solidarité, de partage, de soutien, de joie de vivre, de sécurité de base, en sorte que les demandes faites à la vie, à l'univers, à la providence, à Dieu, à l'esprit, vous mettrez les mots que vous voulez, bien sûr, sur ce destinataire de vos demandes, soient plus faciles à rencontrer, vous voyez, et plus simples à vivre. Voilà, je ne sais pas si cette réponse peut un peu vous aider. J'ai peur d'être peut-être un peu maladroit, de vous parler comme ça dans ce moment que vous vivez. En même temps, je sais, pour avoir accompagné pas mal de personnes dans ces difficultés, qu'il y a souvent, sans qu'on s'en rende compte, des freins, et que nous sabotons ce que nous croyons être un vrai élan, mais qui est en fond une attente un peu figée. Je voudrais que ça se passe comme ça. Et pour moi, vous voyez, l'énorme bénéfice de la pratique de la communication non violente est d'être lié à des besoins de fond qui peuvent être nourris de toutes sortes de façons. Ça, c'est la merveilleuse distinction entre besoin et stratégie. Alors, il y a peut-être des stratégies qui me plaisent plus que d'autres, sans doute. Et je les accueille, je m'y ouvre. Et en même temps, je reste bien ancré, non pas dans la stratégie, je voudrais que ça se passe comme ça, comme ça, mais je reste ancré dans les besoins, et les besoins derrière les besoins, en sorte que l'univers généreux m'envoie toutes sortes de façons de vivre mes besoins, pas forcément comme moi j'avais prévu. Je peux vous assurer, vous m'aurez sans doute déjà entendu dire qu'à un moment, grâce à ma colère, et c'est une des histoires qui accrédite la colère, que j'ai accepté ma colère et que je me suis senti hurler dans mon appartement de célibataire à l'époque, il faut que ça change, sinon je meurs. Et j'ai été surpris de la violence de cette expression dans ma bouche, à haute voix en plus. Je me suis dit, il est temps que tu t'assoies avec ton besoin de changement, pardon. Et il n'y avait absolument rien en moi qui savait comment j'allais changer. Absolument rien. Donc, je ne savais pas par où ni comment changer. Donc, c'est un peu un vide. C'est pas mal un vide, à vrai dire. Acceptez le vide. Côtoyez le vide. Même si vous n'avez aucune idée de par où vous allez, ni comment ça va se faire. Mais chérissez l'idée du changement, par exemple, puisque c'était là mon besoin, mais ça peut être autre chose pour vous. Chérissez l'idée d'une sécurité suffisante pour vous-même, ou vos proches, vos enfants, si vous en avez,
Chérissez l'idée d'une offrande au monde du meilleur de vous-même. Comment allez-vous pouvoir offrir au monde tous les beaux trésors qui sont en vous? Chérissez ça en abandonnant les stratégies telles ou telles, voyez, et sentez que ça vous habite, que la vie vous prépare une belle surprise, que la vie vous chérit, et que tôt ou tard, en abandonnant vos peurs, vos freins, vos croyances que ça n'ira pas, vous allez sentir que vous êtes porté petit à petit. C'est ce que je vous et nous souhaite à tous et à toutes, évidemment. Merci beaucoup, Lisa, d'accepter l'aspect sommaire de ma réponse. Merci beaucoup, Lisa, pour cette question et Thomas pour ces éléments. Voilà donc pour cette première partie question-réponse, les peurs pour soi-même. On découvre maintenant la partie les peurs dans les relations, avec notamment relations de couple, famille et enfants. La première question nous vient de Jean-Luc. J'ai gravi des montagnes, escaladé des falaises, roulé à vive allure à moto. Je croyais n'avoir peur de rien. Et voilà que je m'aperçois avoir peur d'exprimer mes sentiments, mes besoins, mes nouvelles idées, mes croyances et aspirations à mon épouse, de dire à ma voisine qu'elle fait trop de bruit, etc. J'ai beau m'y préparer, le moment venu, soit je ne dis rien et je m'en veux, soit j'ose m'exprimer, mais mon cœur s'emballe dans une espèce de panique difficilement contrôlable et cela ne se passe jamais comme prévu. Je crois avoir peur de perdre leur estime. Comment faire pour parvenir à m'exprimer en toute sérénité? Un grand merci pour votre réponse, Jean-Luc. Merci Jean-Luc, bienvenue au club de ceux qui ont peur de déranger, de ne pas être aimé, de ne pas être estimé, mon Dieu. Nous sommes nombreux dans cette catégorie-là. Et il y a une partie de ça qui est bien sûr touchante, l'attention aux autres, le respect, la délicatesse souvent, mais il y a une partie qui peut être étouffante effectivement si ça m'empêche de créer l'espace vivant dont j'ai besoin dans le respect bien sûr et le côtoiement des autres. Ce qui peut éclairer, c'est de dire la vérité et toute la vérité. Et rien que la vérité, bien sûr. Comme vous l'imaginez, de pouvoir dire à votre voisine qui fait trop de bruit, voilà, je suis embarrassé de vous parler parce que j'apprécie notre voisinage, j'ai pas du tout envie de le compromettre, je me sens un peu mal à l'aise. Voilà, je tiens à garder des relations joyeuses et paisibles avec vous. C'est un aspect. Mais je reste pas arrêté là. J'ai cessé d'être gentil. En même temps, quand vous passez l'aspirateur à 9h du soir alors que j'aime à me reposer, ou que vous mettez de la musique à 7h du mat, enfin je sais pas quels sont les bruits qui vous dérangent, ou que vos enfants courent alors que le sol résonne, je sais pas, des choses comme ça, eh bien je me sens vraiment mal à l'aise parce que j'aimerais qu'on puisse cohabiter avec peut-être plus d'attention au rythme des uns et des autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous ouvrez le débat. Il y avait je, il y avait tu, et on tente de faire du nous. On tente, je dis bien, parce que c'est pas magique, hein. On peut se faire rabrouer, on peut se faire claquer la porte au nez, oui, on peut avoir la mine jusque par terre pendant le voisinage qui va suivre. Oui, ça peut arriver. En même temps, nous sommes outillés et en pratiquant en plus la communication non violente, on peut plus facilement dégainer l'empathie pour rejoindre la personne si elle réagit d'une façon que vous n'avez pas souhaité. Hein, si elle vous balance, répondez, mêlez-vous de vos oignons, je fais ce que je veux chez moi. Vous pouvez peut-être rapidement dire, vous voulez être sûr que je respecte votre liberté et l'intimité de votre appartement. Est-ce que c'est ça? Vous allez vérifier que vous n'êtes pas en train de l'enfermer ou de l'empêcher d'être. Vous avez juste envie de cesser de vous empêcher d'être et de cohabiter ensemble. Rien de tout ça n'est facile, je suis absolument conscient, mais j'ai la profonde aussi intuition que notre monde a besoin de cette agilité relationnelle pour éviter les inévitables conflits, l'accumulation de frustration dans les cocottes minutes et les mécanismes compensatoires. Ouais, ça ne va pas nous rendre heureux. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça sans doute que Gabin et Laurie en préparant ont mis la peur dans les relations, c'est que vous le dites vous-même, vous avez gravi des montagnes, escaladé des falaises, roulé en moto à toute allure. Là, vous étiez tout seul, sans l'enjeu de la relation avec l'autre humain. Qu'est-ce qui fait si peur, hein? Et pourquoi est-ce que ça continue de faire peur? Est-ce que ça a fait peur quand vous étiez enfant? On peut peut-être le comprendre, mais allons-nous rester dans cette programmation enfantine? Et c'est pas une critique, hein, Jean-Luc, parce que nous sommes tous pris à ce même conditionnement. Et
ça peut demander un peu de vigilance pour le démanteler petit à petit, tout en restant encore sensible à cet aspect-là. Moi-même, je suis encore sensible à cet aspect-là. Et je vois bien que quand je prends des trains, et beaucoup de trains, pour circuler à gauche et à droite, il peut y avoir un endroit où il y a des enfants qui font beaucoup de bruit, en tout cas beaucoup plus de bruit que ce qui permettrait au voyage d'être tranquille, et il n'y a aucune limite de la part des parents, aucune intention, j'ai envie que tu joues et que tu t'amuses bien dans le train. Et en même temps, il y a d'autres personnes qui n'ont pas forcément envie d'entendre des cris et des voix, ils ont envie de se reposer ou de faire leur travail. Comment on va faire, mon gamin, ma gamine, pour combiner les deux, et que tu joues et que tu t'amuses bien, et en même temps que les autres puissent se reposer ou faire leur travail? Je n'entends pas ça. J'entends des parents qui sont avec le casque ou leur ordinateur ou leur téléphone et qui ne mettent pas de limite. Vous voyez, et j'ai du mal, moi, à me lever et d'entrer dans le débat. Moi-même, j'ai besoin de me reposer, de me ressourcer, de tenter de faire une sieste s'il n'y a pas trop de bruit. Et je réalise que je suis peut-être trop gentil parce que ça n'est pas servir notre vivre ensemble que de rester dans son coin. Voilà, j'ai encore mes frilosités, moi aussi, oui. Merci beaucoup, Jean-Luc. Et la question suivante nous vient de Jean-Baptiste. Bonjour, j'ai souvent peur d'être abandonné ou rejeté. C'est comme une... Ah, je le vérifie. Oui, tout à fait. C'est comme une peur du lendemain alors que je suis bien entouré. Je me sens aimé, mon cadre de vie est sécurisant. Je ne pense pas avoir eu de traumatisme dans mon enfance. Je viens de vivre une épreuve douloureuse et injuste dans mon couple. Ma femme et moi restons très soudés. Cela a malgré tout ravivé et décuplé ma peur d'être abandonné. Merci à toute l'équipe pour votre aide, pour vos accompagnements en ligne et merci pour vos livres très inspirants et positifs, Thomas. Merci, Jean-Baptiste. Je relis pour être sûr de bien comprendre. C'est comme une peur du lendemain alors que je suis bien entouré. Je sens aimé, cadre sécurisant. Je ne pense pas avoir eu de traumatisme. Je viens de vivre une épreuve douloureuse et injuste dans mon couple. Cela malgré tout ravivé et décuplé ma peur d'être abandonné. Vous parlez de la peur d'être abandonné, Jean-Baptiste. Ça peut être effectivement précieux de remonter dans ce souvenir s'il y a souvenir, qu'est-ce qui fait que peut-être une partie de vous, même s'il n'a pas été très consciente, a intégré cette peur d'être abandonné? Est-ce qu'il y a un moment où vous auriez vécu ça et ça serait imprimé? Et en travaillant ça, parfois, on retrouve des souvenirs qui ne sont pas restés conscients, qui ont peut-être été refoulés. Ça peut arriver si ça a été une épreuve assez douloureuse, assez pénible pour que votre organisme s'organise pour la camoufler. Mais parfois aussi, c'est des détails qui ont donné une impression que je suis pas à ma place, je suis pas au bon endroit, la vie ne me veut pas comme je voudrais. Et là, peut-être qu'on peut travailler le fait d'avoir dépassé ce passé. Vous n'avez plus l'âge que vous aviez comme vous étiez enfant, de vous reprogrammer autrement en disant régulièrement que vous avez besoin d'appartenance, vous avez besoin de vous sentir relié, que vous avez besoin de vous sentir en soutien, en connexion profonde avec la vie, le vivant autour de vous, en profonde fidélité, puisque vous avez peur de l'abandon, en profonde fidélité, dans un lien fidèle avec la vie, et que c'est ça que vous chérissez, c'est vers ça que vous tendez. Et plus vous fréquenterez ce goût de la fidélité, de la connexion, de l'interconnexion, de l'appartenance, plus vous pourrez peut-être percevoir qu'il y a une partie de vous que vous avez peut-être abandonnée et que l'abandon est plutôt intérieur qu'extérieur et que vous avez besoin d'inclure ou de rapatrier une partie exilée de vous, une partie peut-être artiste, une partie fantaisiste, une partie humoriste, une partie aventureuse ou une partie au contraire vigoureuse, puissante, affirmative, et que peut-être vous n'avez pas réussi à intégrer pour rester la personne unique que vous êtes, et donc il y a une partie qui se sent à l'abandon. C'est en tout cas ce que j'observe assez souvent dans l'accompagnement de personnes qui ont peur de l'abandon, c'est que cet abandon se révèle surtout intérieur. Inversement, lorsque nous avons petit à petit appris à intégrer toutes les parties de nous, à nous sentir en tribu avec les parties de nous, bien au chaud sous la tente, autour du feu de la vie, eh bien, cette peur se dissout. De quoi serais-je abandonné? Qui m'abandonnerait? Qu'est-ce que serait l'abandon puisque je m'appartiens et que j'appartiens à la vie au sens large?
Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des peurs de perdre un être cher, bien sûr, une relation qui nous tient à cœur, mais pas d'être abandonné. Voilà une proposition de réflexion dont je mesure qu'elle peut paraître sommaire de nouveau dans le cadre que nous avons là, mais c'est toujours évidemment une simple piste. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci Thomas. La question suivante nous vient de Julie. Bonjour, j'ai une question sur la place que la peur peut prendre dans mon couple. Je suis plus souvent prise par la colère. Mon mari est plus souvent pris par la peur. Souvent, ça ne fait pas bon ménage. Ma colère lui fait peur et sa peur m'énerve. C'est le cercle vicieux. Comment dépasser tout ça? Merci d'avance. J'aurais lu aussi, je suis plus souvent prise par la colère, mon mari est plus souvent pris par la peur. Souvent, ça ne fait pas bon ménage. Je vous propose de vous asseoir en tête-à-tête et d'en parler en temps de paix, quand vous n'avez pas peur, et quand votre mari n'a pas peur, et quand vous n'êtes pas en colère. Souvent, ces sujets-là, je suis en colère et j'aimerais que tu la comprennes, ou j'ai peur et je voudrais que tu m'écoutes, ça se vit, je dirais, en temps de guerre. C'est-à-dire que tout d'un coup, la tension est là, la controverse s'est mise en place, le différend existe et effectivement, on est recouvert, on est submergé par cette partie de nous qu'on n'en a pas appris à traiter tranquillement, quand tout va bien. Et donc, un jour, prenez votre apéro tranquille en vous disant, on va s'asseoir une demi-heure ensemble pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que moi je réagis dans la colère, qu'est-ce qui fait que toi tu réagis dans la peur. Est-ce que ça te va, hein, pour essayer de comprendre et éviter que ça se reproduise à répétition. Vous le savez, même un âne n'achoppe pas 2 fois sur la même pierre. Hein. Il repasse par le même sentier, mais il a vu la pierre et il l'évite. Nous achoppons tant de fois sur les mêmes pierres parce que nous ne voulons pas regarder bien en face c'est quoi la pierre qui nous dérange, quoi. Eh bien, donnez-vous cette occasion et d'explorer. Et surtout, faites-le sans attente de résultats. Nous devrions résoudre ce problème-là aujourd'hui, ce soir, sur la durée de l'apéro d'une demi-heure. Prenez peut-être un deuxième apéro, guère plus, mais n'attendez pas de résoudre la chose. Ce soir, beaucoup de tensions, de controverses, de désaccords sont aggravés par l'envie de vous le résoudre tout de suite. Donnez-vous l'occasion juste d'ouvrir un peu le débat et d'enlever quelques couches. Reconnaissez que pourquoi vous êtes en colère. La colère, vous le savez sans doute, on l'a déjà travaillé régulièrement, est souvent un couvercle sur justement de la peur, de la tristesse ou de la lassitude. Vérifiez si ça vous parle. Est-ce qu'il y a de la tristesse? Est-ce qu'il y a de la peur chez vous, derrière la colère? Est-ce qu'il y a de la fatigue, la lassitude, du ras-le-bol? Quelque chose se répète et ne change pas? Observez ça pour vous-même, parce que peut-être que ça va vous rapprocher justement de ce conjoint et que lui-même puisse dire, tiens, mais finalement, quand j'ai peur, c'est parce que je suis inquiet. J'anticipe le risque que ça se passe pas comme on voudrait. Je pourrais être triste. Ah, tiens, il y a la tristesse chez toi aussi. Oui, oui. Ou au contraire, j'ai peur parce que voilà, un truc qui se répète depuis longtemps et je suis fatigué. Ah, toi aussi, tu es fatigué. Qu'est-ce que ça dit? Vous voyez, et cherchez ainsi à descendre dans votre nappe phréatique. Vous connaissez sans doute ce dessin d'une surface avec des façades, des petits bâtiments que je mets au-dessus, et les puits qui descendent tous dans la même nappe phréatique. Qu'est-ce qui vous rassemble là-dedans? L'émotion, c'est la surface. C'est la surface de l'eau qui s'agite. Descendez dans les courants de fond. Petit à petit. Ouvrez simplement cet échange en espérant que ça vous permette de vous rencontrer davantage, mais sans une attente de résultat. Et reprenez le rendez-vous quelques jours plus tard, le week-end suivant, 8 jours plus tard, laissez mijoter, parce que la vie quotidienne va vous donner des occasions d'être en colère pour vous et d'avoir peur pour lui. Et que chaque fois vous vous disiez, seul avec vous, en auto-empathie, qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que ça dit de moi? C'est ça que j'appelle du jardinage, vous voyez? C'est régulier, c'est attentif, c'est bienveillant, au sens où vous veillez bien sur vous, sur l'être que vous êtes, mais aussi sur la relation avec l'autre. Et petit à petit, vous allez voir que vous allez dégager de la clarté. Petit à petit, ça va se faire plus compréhensible. Voilà ce que je vous souhaite. Merci beaucoup. Julie. Merci Thomas. Les questions suivantes nous viennent de Fanny et Sophie. Comment faire face à la peur du jugement des personnes qui nous entourent? Comment ne plus avoir peur d'être soi-même? Et pour Sophie, je ressens cette peur constante de ne pas me sentir à la hauteur que peuvent me renvoyer mes plus proches parents, enfants et amis. Comment arriver à lâcher prise sur cette perfection à vouloir atteindre, parfois inconsciemment, et arriver à accepter que l'on est qui l'on est et que l'on fait de son mieux?
Merci pour tout votre travail magnifique. La plupart du temps, merci d'abord à toutes les deux, Fanny et Sophie, pour vos questions que je rencontre très souvent, qu'on a déjà évoquées et qui sont donc propres à notre humanité, bien sûr. Peur de plaire, peur de déplaire, peur d'apparaître, peur de disparaître, ce sont des peurs extrêmement fréquentes. Donc vous n'êtes pas seul à vivre cela, clairement. Alors, elles ont fortement trait, ces peurs, à la difficulté à avoir une bonne estime de soi, une bonne confiance en soi, une bonne acceptation de soi, et donc à laisser l'appréciation de soi dans le regard de l'autre. Si l'autre m'apprécie, tout va bien. Si l'autre m'apprécie pas, ou que je crois qu'il m'apprécie pas, que je crains qu'il ne m'apprécie pas, alors rien ne va plus. Et ça nous rend extrêmement fragiles, effectivement, au regard de l'autre. Et nous pourrions passer notre vie confinés dans cette peur. Et je la comprends bien, vous m'avez peut-être déjà entendu dire ça, que quand je suis entré en thérapie, j'ai réalisé que je consacrais 50% de mon énergie à tenter de plaire aux uns, et un autre 50% de mon énergie à tenter d'éviter de déplaire aux autres. Donc toute mon énergie était bouffée pardonnez-moi l'expression, mais par la suradaptation au regard de l'autre, quoi. Et il m'a fallu que ça me saute en pleine figure pour dire, mais je vais pas passer ma vie comme ça, c'est une cage, c'est insupportable. Moi, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de pouvoir vivre ma vie. Et petit à petit, donc, mettre en place qu'est-ce que j'aimerais vivre, etc. Et ça rejoint ce qu'on a partagé dans les échanges précédents, clarifier vers où j'ai envie d'aller, aimer la perspective du changement, sentir que je tressaille à cette idée que ça pourrait se vivre comme ça, et sentir que du fait de ces tressaillements, quelque chose s'amplifie en moi, s'ancre en moi, se développe. Voilà le travail que nous pouvons apprendre à faire, c'est de nouveau de ne pas être limité par ces croyances négatives. On va pas m'aimer, j'ai pas ma place, je suis pas légitime. Ces peurs nous traversent l'esprit, mais nous n'y arrêtons pas. On les laisse passer de l'autre côté, petit à petit. C'est ce que je vous souhaite. Lâcher prise sur cette perfection à vouloir atteindre. Oui, la perfectionnite aiguë est aussi un gros handicap dans la vie, vouloir que tout soit parfait. Je l'ai certainement déjà cité dans différents échanges, mais j'ai été très nourri à 17-18 ans en lisant dans Saint-Exupéry « Ne cherchez pas un monde où tout soit parfait. La perfection est vertu de gardien de musée. Cherchez un monde où tout soit vivant. » Oui. Vous n'avez pas envie d'être une gardienne de musée, avec tout bien rangé, bien à sa place, c'est juste les poussières à prendre de temps en temps, et encore, on risque de casser quelque chose. Mais non, vous avez envie d'être vivante et vibrante, je pense. Je pense que c'est ça le sens de la vie, et donc acceptez vos imperfections. Relisez Christophe André, Imparfait, libre et heureux. Jolie formule pour un livre, sur l'accueil de ma non-perfection. Il ne s'agit pas de chérir l'imperfection, mais d'accueillir la non-perfection comme étant un élément de l'humanité. Je suis un être humain, pas un ange. Merci beaucoup, Sophie et Fanny. Merci Thomas. Les questions suivantes nous viennent de Ophélie et Andrea. Peut-on transformer la peur en quelque chose de positif? Par exemple, j'ai peur que mon copain me trompe, comment puis-je le transformer? Et quel état d'esprit adopter pour se relancer dans une relation sans être bloqué par la peur de souffrir à nouveau ou de mal faire et d'être rejeté? Merci tous les deux, Ophélie et Andrea, pour ces deux questions sur lesquelles de nouveau nous pourrions faire tout un séminaire, bien sûr. C'est des enjeux très profonds dans nos vies, et particulièrement nos vies amoureuses, affectives. Alors Ophélie, peut-on transformer la peur en quelque chose de positif? Certainement, bien sûr, c'est un indicateur que nous cherchons quelque chose de plus profond que ce qui est là. Par exemple, j'ai peur que mon copain me trompe, comment puis-je le transformer? Peut-être en confiance. J'ai besoin de faire confiance, j'ai besoin d'apprendre à faire confiance, j'ai besoin d'apprendre à lâcher prise sur mes attentes. J'ai besoin de pouvoir donner tout mon amour et mon chérissement à cet être que j'apprécie beaucoup, sans attente. Je donne, par pur amour et par pure joie. Et j'ai besoin d'apprendre à aimer cette personne comme elle est et non pas comme je voudrais qu'elle soit. Et si d'aventure, cette personne que je chéris a une aventure avec quelqu'un d'autre que moi, eh bien, nous prenons le temps de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce que ça a pu nourrir en lui ou en elle? Vous parlez d'un copain, pardon. Qu'est-ce qui n'était peut-être pas nourri dans notre relation à nous? Et vous allez vous interroger pour grandir en conscience.
Et c'est en ça que la peur est peut-être une indicatrice. Aurais-je, peut-être que vous vous demandez ça, aurais-je la force intérieure de me garder le dialogue et de m'ouvrir à la remise en question de moi-même, de notre fonctionnement de couple ou de ma vision que j'ai sur l'autre? Est-ce que j'aurai le courage d'aller voir est-ce que j'aime vraiment ou est-ce qu'une partie de moi voudrait posséder? C'est pas la même chose. Hein. Est-ce que je suis capable d'accueillir l'autre comme il est ou est-ce qu'il y a une partie de moi qui le voudrait comme je souhaite? Vous voyez qu'on est dans des enjeux qui font peur parce qu'ils sont assez costauds, quoi. C'est du sérieux. Hein. Mais en même temps, c'est ça l'axe de la vie. Est-ce que je suis vrai profondément avec moi-même, hein, et pas en surface, de nouveau le clapotement de la surface de l'eau. Non, est-ce que je suis descendu dans mon courant de fond, hein? Voilà une perspective de travail qui peut être intéressante, Fanny. Ah pardon, je me trompe de niveau. Ophélie. Ophélie. Je suis les questions sur mon iPad. Quel état d'esprit adopter pour se relancer dans une relation sans être bloqué par la peur de souffrir à nouveau ou de mal faire et d'être rejeté, Andrea? Ah ben, vous asseoir avec la peur de souffrir, la peur d'être rejeté, lui donner de l'empathie, reconnaître que ça a été pénible d'être rejeté, de voir une relation se terminer pas comme vous l'auriez souhaité, ou simplement parce que c'est terminé, bien sûr, et accueillir ça, pleurer ce qu'il y a à pleurer derrière ça, et en même temps, petit à petit, ayant pleuré ce qui s'est pas si bien passé dans la relation précédente, ressentir que vous avez besoin de vous ouvrir à faire confiance, que vous êtes à même de nourrir une relation durable, que c'est légitime d'envisager une relation durable et que donc vous avez peut-être besoin de démanteler éventuellement une partie de vous qui saboterait ça et qui dirait de toute façon ça n'ira pas, de toute façon elle va partir ou il va partir comme d'habitude, je vais me faire larguer, démanteler ces trucs-là qui sont souvent des prophéties auto-réalisatrices, vous voyez, et liées à la culture du malheur, au goût du drame, hein, un des mécanismes autobloquants que nous avons déjà régulièrement évoqués. Et donc de pas vous laisser confiner dans cette peur, l'accueillir, lui donner de l'empathie, reconnaître ce qu'il y a derrière, et en même temps à écouter les autres parties de vous qui ont quand même besoin de tabler sur la confiance, sur l'ouverture et votre capacité à maintenir une relation vivante, en assurer le maintien, la mettre à l'entretien. Hein, une relation, c'est trois personnes, hein, rappelez-vous, il y a toi, il y a moi, il y a nous, et nous est un être vivant qui a besoin d'attention et de vigilance. Et en même temps, côtoyer votre besoin de vous faire confiance qu'avec la maturité que vous accueillez, si jamais ça ne marchait pas comme prévu, vous avez la ressource pour refaire confiance à la vie et ne pas être complètement déstabilisé par ce qui se passe là. Vous voyez, sentir votre ancrage profond, et votre conscience d'appartenir à plus vaste que vous. Vous n'êtes pas juste dans cette relation-là, bien sûr, elle vous plaît, vous souhaitez qu'elle demeure et qu'elle fleurisse, bien sûr. Et en même temps, si ça ne se passait pas comme ça, la vie est vaste et généreuse. Désolé si ça vous paraît cruel ce que je vous propose là et peut-être un peu sommaire dans le cadre de temps que nous avons ici, mais je peux vous partager que moi-même, à travers pas mal de revers amoureux, ça m'a sauvé la vie. Merci beaucoup. Merci Thomas. Effectivement, on a reçu beaucoup de questions par rapport aux peurs dans le couple, dans les relations. On en a glissé 2 ici pour cette soirée. Après, si vous êtes intéressé par ce thème-là, on a eu une soirée d'échange il y a quelques mois ensemble, Thomas, sur ce thème-là, couple, amour et relations. Donc, c'est une vidéo que vous pouvez retrouver, un contenu que vous pouvez retrouver gratuitement, notamment sur YouTube, couple, amour et relations. Et on explore une vingtaine de questions sur ce thème-là. Et si après vous êtes intéressé pour aller encore plus loin, il y a une formation d'1 semaine que nous avions filmée sur ce thème-là. Et voilà, avec plus d'une vingtaine d'heures de contenu pour explorer justement ces enjeux d'amour, de couple et de relation. Merci Thomas pour ces éléments. Les questions suivantes nous viennent de Christelle et Emmanuel. Je suis toujours inquiète pour mes enfants, peur qu'il leur arrive malheur, peur de les perdre. Je ressens beaucoup d'inquiétude quand ils sont loin de moi. Comment sortir de mes peurs? Et Emmanuel, j'ai peur de prendre des décisions lorsque cela impacte mes enfants. Comment puis-je faire au mieux? Merci beaucoup à toutes les deux, également des questions très, très récurrentes et merci de les poser pour qu'on puisse ensemble reconnaître notre humanité. Nous nous posons ces questions si nous avons des enfants. Bien sûr, en même temps, vous le savez, c'est pas la peur qui nous fait grandir, hein, c'est plutôt la confiance dans la vie, l'encouragement, l'ouverture, cette sécurité intérieure que
nous pouvons gérer un certain nombre de choses, mais nous ne pouvons pas tout gérer. Nous ne sommes pas le maître d'œuvre dans cette grande œuvre qu'est la vie. Nous sommes des œuvriers et nous faisons ce que nous pouvons faire. Alors, je ne peux pas protéger mes enfants de tous les risques, mais je peux faire confiance qu'ils sont outillés pour les traverser, que je les ai mis au monde pour qu'ils apprennent à se frayer un passage à travers les imprévus, les intempéries, les revers de l'existence, et que ce que je peux leur apporter, c'est tout mon amour, mon soutien, ma compréhension, mon empathie. Mais je ne suis pas là pour les mettre dans une cage. Je suis là pour être un perchoir sécurisant où l'enfant sait qu'il peut venir se reposer à l'occasion pour repartir, explorer l'univers, et quand ça va pas, ou qu'il a juste besoin de tendresse, de ressourcement, se pluguer sur ce perchoir. Mais je suis pas une cage qui l'enferme, ça c'est pas du tout l'idée de la vie, bien sûr. Et donc, la peur par rapport aux enfants parle beaucoup de la peur que nous avons nous-mêmes de la vie. Est-ce que moi-même, je suis confiante par rapport aux imprévus, à ce qui débarque comme ça, à ce qui n'était pas au programme? Est-ce que je me sens à l'aise avec l'accueil de tous ces mouvements, de toutes ces intempéries, de ces revers par moments? Est-ce que je me sens moi-même outillé, bien ancré à l'intérieur de moi, bien lesté comme un voilier, l'image je l'emploie souvent pour avoir une quille bien lestée pour traverser les intempéries? Vous le voyez de nouveau, plus vous aurez appris à vous connaître, à vous aimer, à trouver de la paix en vous, plus vous allez vivre la relation avec vos proches de cette façon-là, dans la confiance, dans l'ouverture. Merci beaucoup, Christelle. Et alors, nous avons Emmanuel, j'ai peur de de prendre des décisions lorsque cela impacte mes enfants. Comment puis-je faire au mieux? Alors, ça dépend bien sûr quel âge ils ont. Emmanuel, s'ils sont en âge d'une discussion construite, c'est super précieux bien sûr de prendre cette concertation, et ça peut se commencer très tôt, hein. 6, 7, 8 ans, on a déjà du discernement de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Ça ne veut pas dire que vous allez démissionner de votre rôle de parent, mais vous allez donner un climat de nous où la décision n'est pas prise comme ça parce que je suis ton parent et tu exécutes mes instructions. Ça, c'est un peu l'ancien paradigme, et ça fait des enfants rebelles ou des enfants soumis, ce qui ne rend pas heureux, mais des enfants concertés qui ont été invités à partager leurs ressentis, quitte à ce que finalement vous ne soyez pas d'accord avec la proposition parce que vous y voyez des inconvénients, qu'il est précieux de dire, et que vous maintiendrez votre position à vous. Vous aurez indiqué que vous êtes bien veillant, vous veillez, et vous veillez bien, attentivement, en ayant de la concertation, vous voyez. Voilà, là, une possibilité de dépasser, c'est de se concerter. Et puis, bien sûr, toujours ce qu'on a évoqué toute la soirée, aller voir pourquoi j'ai peur de prendre cette décision. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Qu'est-ce qui pourrait être compromis? Qu'est-ce que ça dit de moi dans ces peurs-là, vous voyez? Et ce n'est pas... Il n'y a pas une réponse magique, Emmanuel, bien sûr. C'est la pratique, et en acceptant qu'il n'y a pas non plus de perfection à atteindre. Vous le savez, un bon père ou une bonne mère, ça n'existe pas. Il y a juste des êtres humains qui tentent de faire au mieux dans les circonstances qu'ils connaissent. Merci, Emmanuel. Merci Thomas pour ce rappel. Ça me fait penser également, on a exploré ces enjeux, pareil, au cours d'une soirée qui s'intitule CNV et éducation. Donc la place également de la communication et de la conscience dans l'éducation avec les enfants, et c'est également un de ton dernier livre, Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes? Bien, voilà donc pour les peurs dans les relations. Il nous reste de grandes parties, donc comme vous le voyez peut-être, on essaie de vous apporter des pistes, ou en tout cas des éclairages. On est conscient qu'on ne peut pas répondre à tout de manière exhaustive, mais voilà, l'idée c'est vraiment de prendre des portes d'entrée différentes, et donc la porte d'entrée que l'on prend maintenant, c'est celle des peurs dans les projets. Avec une première question de Céline. Quand un grand changement approche, déménagement, nouveau travail et nouvel environnement, où il faudra tout recommencer, nouvelles connaissances, nouveaux lieux de vie et nouvelles habitudes, comment voir au-delà de cette peur du changement, de cette insécurité qui me dit « Ne le fais pas, tu ne connais rien ni personne, où tu vas, tu ne t'adapteras pas, tu es trop réservé, tu seras encore plus seul qu'avant, etc. » Comment voir les bonnes choses que cela m'apportera peut-être plus tard, comme une meilleure qualité de vie, ou peut-être aussi de belles personnes ou une entraide que je n'ai pas actuellement. Céline. Merci beaucoup, Céline. C'est un bel exercice de renversement des croyances. Bien sûr, les croyances nous viennent et pourraient nous inhiber, comme vous l'identifiez, Céline. En même temps, vous avez la clé dans chaque croyance. Ne le fais pas.
Pourquoi ne le ferais-tu pas? Tu ne connais rien ni personne où tu vas. Est-ce que c'est pas l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes et de se faire de nouvelles amitiés? Tu ne t'adapteras pas. J'ai besoin de faire confiance que je peux m'adapter aux choses. Tu es trop réservé. Oui, j'ai une certaine part de timidité. En même temps, j'ai besoin d'apprendre à m'ouvrir et à m'affirmer. Et tu seras encore plus seul qu'avant. J'ai vraiment besoin de faire confiance que justement dans ce changement, je peux moi-même changer et m'ouvrir davantage et m'affirmer. Je ne suis pas dans un contexte où on me connaît, où on me cale peut-être dans un rôle. Précisément en faisant ce changement, cette ouverture, on ne me connaît pas et je peux vraiment prendre une nouvelle attitude. Vous voyez la capacité que nous avons à transformer, j'appelle ça dans les séminaires que j'anime, retourner la chaussette. Il y a une croyance dans un sens, ben je prends le tissu, je la mets dans l'autre sens. Et c'est pas de la méthode clouée, c'est juste un réalignement sur la peur qu'il y a derrière la croyance. La croyance me confine dans la peur. Est-ce que je veux rester là? Ben non. Le sens de la vie, c'est pas de rester confiné. Le sens de la vie, c'est d'avancer. Bien sûr, comme le dit un joli proverbe, attendez, c'est pas un proverbe, je me demande si c'est pas Einstein qui a dit ça. Le bateau se sent plus sûr au rivage. Ben oui, mais il n'est pas prévu pour ça. Il est prévu pour prendre la mer. J'adore ça. Hein, et donc vous allez vous créer un nouveau rivage ou un nouveau port, mais ça vous demande de prendre la mer, vous voyez. Comme on voit les bonnes choses que cela m'apportera, ben vous avez ce pouvoir en vous, en envisageant justement ce qu'il y a derrière vos peurs. Et voilà, merci beaucoup Céline. Merci Thomas. Les questions suivantes viennent de Myriam, Pascal et Luciana. La peur de l'échec me bloque dans ma vie et se reproduit. Lorsque je suis proche du but de mon objectif à atteindre, la peur me fait fuir et j'abandonne. Je ne vais donc jamais au bout de mes projets. Échec à plusieurs reprises dans le domaine professionnel, mais toujours sur le même mode de fonctionnement. J'aimerais parvenir à vaincre cette peur de l'échec et vivre pleinement mes projets professionnels. Merci beaucoup, Myriam. Pascal nous partage comment vaincre un blocage provoqué par la peur de l'échec, par le syndrome de l'imposteur. Et Luciana, bonjour, comment sortir d'une forme d'anxiété dans mon quotidien professionnel, sentiment d'incompétence persistant, doute quant à mes aptitudes. Merci beaucoup à tous les trois. De nouveau, des questions qui reviennent régulièrement et qui, j'insiste là-dessus, nous donnent pleine mesure de notre humanité. Nous ne sommes pas tout seuls avec ces débats intérieurs, avec ces appréhensions. C'est la farine humaine. C'est le pain quotidien. Alors, Myriam, peur de l'échec me bloque. Lorsque je prends du but de mon objectif à atteindre, la peur me fait fuir et j'abandonne. Je vais donc jamais au bout de mes projets. Ça pourrait être une illustration du goût du drame. Hein. Le premier mécanisme autobloquant que j'identifie dans d'autres séances et qui fait partie du premier chapitre de mon dernier livre, Notre façon d'être adulte, fait-elle sens et envie pour les jeunes, pour celles et ceux qui voudraient retrouver l'illustration de ces mécanismes autobloquants. Donc la culture du malheur, le goût du drame, c'est l'attachement à la souffrance avec, bien que nos intentions soient d'être de plus en plus heureux et paisibles et tranquilles, des mécanismes d'autosabotage que nous entretenons sans le voir et qui compromettent. Et donc bien sûr votre objectif, vous voudriez l'atteindre et le vivre et vous en réjouir, et cependant quelque chose fait que ça bloque à l'intérieur de vous. C'est assez typique des mécanismes d'autosabotage que nous avons besoin de comprendre. On ne peut pas sortir d'un piège tant qu'on ne sait pas qu'on est pris dedans. Et donc, je vous invite à vous asseoir avec ça. Qu'est-ce qui a fait que régulièrement, apparemment, dans mon travail, dans mon domaine professionnel, je m'auto-bloque, je m'auto-sabote? Ça sert quoi? Il y a sans doute un bénéfice. Ne pas être déçu. Une certaine sécurité. Je sais à l'avance que ça n'ira pas, donc ça me donne une certaine sécurité. La peur de ne pas savoir gérer le succès. Qu'est-ce qui va arriver si ça marche, mon Dieu? Je vais avoir de l'avancement, je vais peut-être devoir être le manager de mes anciens collègues. Comment est-ce qu'ils vont apprécier ça? Est-ce que je suis à la hauteur? Et je vais gagner mieux ma vie, mon Dieu. Est-ce que je vais pas être dépensière et tout claquer? Il y a toutes sortes de peurs peut-être derrière le fait d'avancer, d'aboutir, etc. Et donc, comme nous l'avons partagé largement, je vous invite à vous asseoir avec ces appréhensions pour ne pas les laisser prendre toute la place. Une partie de vous a peur, mais pas tout vous. Et quand il y a eu échec, allez vous demander qu'est-ce qui a amené cet échec-là.
Voilà une perspective. Voyez-vous, visualisez-vous en train de réussir ce que vous aimeriez, en train de savourer le succès, l'avancement, l'accomplissement, les possibilités que vous auriez si, par exemple, il s'agit d'être à un poste plus important, à plus de responsabilités, avec davantage de ressources financières. Qu'est-ce qui serait nourri en vous? En quoi pourriez-vous être encore plus généreuse, plus partageante, plus au service avec cette posture-là? Pour ne pas laisser l'attachement à la souffrance vous programmer. Nous pouvons nous détacher de ça. Merci Myriam. Comment vaincre un blocage provoqué par la peur de l'échec, par le syndrome de l'imposteur? Alors de nouveau, l'estime de soi, la confiance en soi, la légitimité, la confiance que je suis compétente à l'endroit où je suis pour faire ce que j'ai à faire et j'aime le faire. Et là, ça peut faire un lien avec la posture, la question suivante de Luciana. Une forme d'anxiété dans mon quotidien professionnel, sentiment d'incompétence persistant. Suis-je vraiment en train de faire ce que j'aime faire? Est-ce que je me suis donné l'occasion de revisiter mon choix? Je suis arrivé à cette posture, à ce poste, à cette activité-là. Est-ce que ça me nourrit vraiment? Il peut se faire que les réponses ne soient pas forcément positives et que ça me demande de faire un pas de recul pour revenir sur mon axe, peut-être même pivoter sur ma vis d'Archimède intérieure pour dire mais peut-être que je pourrais envisager de faire d'autres choses qui me parleraient plus, qui me nourriraient davantage, dans lesquelles je serais davantage investi et donc forcément plus compétente. Vous voyez ? C'est pas des questions anodines, hein. C'est pas des questions anodines, c'est au cœur de mon bouquin. Être heureux, ça n'est pas nécessairement confortable. Si je suis pas heureux, et vous le décrivez toutes les trois, dans mon fonctionnement, hein, ça n'est pas nécessairement confortable de remettre ce fonctionnement en question pour aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et petit à petit, aligner ma vie sur mon élan de vie. Assez souvent, le syndrome de l'imposteur vient quand on manque d'estime de soi ou qu'on est en train de faire des choses que l'on n'aime pas vraiment et qu'on ne maîtrise pas vraiment. Voilà, 2 pistes pour travailler cela. Merci beaucoup à toutes les trois pour votre éclairage. Merci Thomas. Les questions suivantes nous viennent de Sébastien et Chantal. Comment faire quand la peur régit la totalité de votre vie et que tous les processus d'auto-sabotage se mettent en place pour freiner votre épanouissement? Et Chantal, j'ai tellement peur de mal faire ou d'être incompétente que je m'auto-sabote dans mes projets de proposer des ateliers créatifs. Comment dépasser mes peurs? Eh bien, Sébastien et Chantal, j'espère que ce qu'on a partagé précédemment pourra déjà vous donner quelques éclairages sur cette observation donc de nos sabotages. Qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que ça sert? Qu'est-ce qui est peut-être nourri, même si c'est inconfortable, par mon auto-sabotage, mais en même temps, qu'est-ce que ça m'empêche? Et donc, quels sont les besoins que désormais je voudrais nourrir, plutôt que de les mettre de côté? Qu'est-ce qui nourrirait vraiment mon épanouissement, mon ouverture? Et comment observer l'auto-sabotage s'enclencher pour qu'il n'arrive pas à ses fins? Alors, Chantal, je m'auto-sabote dans mes projets de proposer des ateliers créatifs. Ben, notez vos peurs, hein. Je suis pas compétent, je sais pas faire, comment je vais gérer, est-ce que les gens vont aimer, est-ce que je saurais faire face aux réactions des uns des autres, etc. Notez tout ça et retournez les chaussettes, comme on l'a fait précédemment, de vos croyances, retournez les appréhensions. Si vous avez peur des réactions du public, retournez la chaussette en disant j'ai besoin de faire confiance, que je vais pouvoir accueillir les uns les autres. J'ai développé suffisamment de capacité d'empathie aujourd'hui pour me relier à leurs appréhensions. Si vous avez peur de ne pas présenter des choses intéressantes, agréables et attrayantes, reliez-vous à votre besoin de faire confiance, que vous avez beaucoup de créativité depuis longtemps, que c'est vraiment l'occasion de la mettre au jour et de la rendre utile en plus, la mettre au bénéfice du groupe. Reliez-vous à ça, à ce goût d'animer, de transmettre, de rendre la vie joyeuse pour d'autres personnes. Ne laissez pas la croyance négative vous assombrir. Elle vient comme un signal vous indiquant qu'une partie de vous a juste besoin d'un petit coup de pied au derrière, si vous me permettez l'expression, un petit encouragement chaleureux. Mais donc, transformer la formulation négative en formulation qui ouvre à la vie, qui permet à la vie de passer, de souffler. Merci beaucoup à toutes les... je ne sais plus comment vous étiez, toutes les deux. Voilà. Merci Thomas. Et une dernière question pour les projets qui nous vient de Virginie. Quelles techniques concrètes existent afin d'affronter et surmonter ces peurs, comme par exemple
peur de parler en public, peur face aux personnes autoritaires et violentes, verbalement et physiquement, peur de l'échec, etc. Merci Virginie. À mon avis, vous aurez déjà des éléments de réponse évidemment dans ce qui a été partagé. Peur de parler en public, elle est très fréquente, hein, je l'ai bien connue, hein, c'est clair. De nouveau, de reconnaître que ce que vous avez à dire est juste, est légitime, est pertinent, que ça va aider le groupe, que c'est au service, que vous n'êtes pas là pour essayer de capter l'admiration, l'approbation ou la reconnaissance, mais pour apporter une contribution à l'occasion. Je ne sais pas si vous parlez d'une réunion ou d'une classe à animer ou d'une conférence à donner, mais que l'idée est de contribuer, d'être au service. Et plus vous serez habité par cette idée, je souhaite servir, je souhaite apporter, je souhaite donner, plus ça vous paraîtra facile. Vous n'êtes pas en train de prendre, vous êtes là en train d'offrir. C'est très différent, vous voyez. Et plus vous serez consciente que si on vous a demandé de prendre la parole ou si ça fait partie de votre fonction, c'est légitime de prendre la parole à cet endroit-là pour apporter quelque chose justement. Et comme ça, petit à petit, vous pourrez dépasser la peur. Les personnes autoritaires, beaucoup d'entre nous souffrons de ça parce que nous en avons rencontré dans l'enfance et ça a imprimé une impression de contraction, retrait, protection à l'intérieur de nous. Et donc ça demeure si nous ne travaillons pas un petit peu à prendre conscience qu'une personne qui est autoritaire dans l'attitude est souvent une personne très fragile à l'intérieur et qui n'a pas trouvé d'autre façon de solidifier cette impression de fragilité que d'affirmer de façon très péremptoire assez souvent. C'est rare qu'une personne autoritaire soit une personne forte. Au contraire, c'est une personne souvent fragile, mais qui compense sa fragilité intérieure par cette posture-là. Et ça, je trouve que ça peut donner de l'empathie pour cet être fragile qui tente de s'affirmer de cette façon. Et si l'on regarde les choses comme ça peut nous permettre plus facilement de nous relier et de créer petit à petit du nous, au-delà de l'appréhension, toi t'es fort et moi je suis fragile. Non, il y a du nous qui cherche à se comprendre, vous voyez, petit à petit. Voilà. Peur de l'échec, on l'a déjà évoqué un petit peu. Elle est de nouveau très courante, mais elle conditionne notre capacité d'entreprendre. Ma capacité d'entreprendre, quoi que ce soit, n'importe quel projet, est immédiatement fonction de ma capacité d'accepter l'échec de ce que j'entreprends. Si j'entreprends quoi que ce soit, une relation amoureuse, un achat immobilier, un appartement, une maison, un nouveau métier, un artisanat, un art, la peinture, la musique, etc. Si j'entreprends en ayant peur que ça marche jamais, que ce soit épouvantable, je n'entreprends rien. Inversement, si j'entreprends en disant oh, j'aurais tellement envie, ça me plaît tellement, ça me fait tressaillir, ça donne du goût à ma vie, d'aller par là, d'envisager cela. Et si ça marche pas, je serai triste, déçu, découragé, c'est sûr, un moment, bien sûr, mais je sais accepter ça, accueillir ça et rebondir autrement. Voilà, ma capacité d'entreprendre est immédiatement fonction de ma capacité d'accepter l'échec de ce que j'entreprends. Oui. Si le monde a bougé et évolué, c'est pas qu'avec des gens qui avaient confiance, c'est avec des gens qui souhaitaient que ça bouge. Merci beaucoup, Virginie. Merci Virginie et merci Thomas. Nous arrivons à la dernière partie de nos questions sur vivre au-delà des peurs, avec les peurs dans le monde, avec le monde qui nous entoure. C'est des choses ces dernières années, nous en tout cas, qu'on reçoit de plus en plus de questions ou de témoignages de personnes qui peuvent être chamboulées, questionnées par rapport à ce qui se passe dans le monde. On parle parfois aussi d'éco-anxiété. Voilà, on a reçu plusieurs questions par rapport à ça, donc on vous propose d'en prendre 2 ou 3 et d'explorer un petit peu ces pistes-là. Les peurs avec le monde. Une question de Virginie et une question de Laurence. Je suis hypersensible et je ne peux pas faire abstraction de l'autodestruction de l'espèce humaine. Cela génère chez moi de l'insécurité où je subis les autres, l'enrichissement, le pouvoir, les croyances, au détriment de la vie. Cette vie-là ne me donne pas envie d'être vécue. Qu'en pensez-vous, Virginie? Et la question de Laurence, actualité nationale et internationale, violence, comment survivre sans tomber dans le monde idéalisé des bisounours? Comment guider nos enfants qui vivent aussi à l'école ces écarts entre théorie, tu ne tapes personne, tu restes poli, et réalité? Merci de vos pistes de réflexion et si possible d'action collective ou individuelle pour rendre ce monde un peu, beaucoup à la folie meilleur. Laurence. Merci à toutes les deux. Nous pourrions de nouveau faire tout un séminaire sur ces enjeux-là, tellement essentiels et particulièrement activés
par l'actualité de ces dernières années, c'est clair. Donc, de nouveau, je prétends évidemment pas du tout résoudre quoi que ce soit, mais ça risque d'être très sommaire par rapport à la taille des enjeux que vous évoquez là. Mais comme je côtoie ces propres enjeux moi-même, ayant des enfants, je propose cette piste-là. Je relis. Hein. Vous dites, Virginie, cela génère chez moi de l'insécurité où je subis les autres, l'enrichissement, le pouvoir, les croyances au détriment de la vie. Certes, cette impression autour de nous peut être très affligeante, désespérante même. En même temps, vous êtes là pour vivre votre vie à vous. Nous sommes chacun là pour vivre notre vie à vous et incarner les valeurs auxquelles nous croyons, Et être là où nous sommes, avec les moyens même menus qui sont les nôtres, être ce fameux changement que nous aimerions voir dans le monde selon la formule de Gandhi. Et donc, comment est-ce que je peux, là où je suis, être la confiance dans la vie, le processus vivant. Je ne parle pas d'un monde de bisounours, simplement la vie a prévalu avant l'humain, et si l'humain disparaît, elle prévaudra bien après. Donc je peux m'ancrer dans la confiance dans la vie, finalement, au-delà de ma vie à moi, de la vie de l'humanité, faire confiance que le vivant demeure. Est-ce que je peux également, sur un plan plus spirituel, faire confiance que ce que je suis vraiment est au-delà des circonstances de la vie? Matériellement, nous sommes dans une période extrêmement chaotique, où on est bien secoué, avec beaucoup de replis en arrière, d'intégrisme, de radicalisme et de frictions effrayantes, de collisions d'ego, du micro jusqu'au macro. C'est clair que nous sommes en train de traverser quelque chose de très très bousculant. Est-ce que je peux me relier à cette conscience qu'il est possible, c'est ma proposition, que je ne sois pas là par hasard, que la vie m'a mise dans cette période-là pour que je contribue au changement qui est en route et que peut-être certains peuvent sentir. Nous voyons bien qu'un vieux monde complètement obsolète est en train de s'écrouler et qu'un nouveau monde petit à petit est en train d'émerger. Timidement. C'est pas encore très clair, les signes de l'émergence. Cependant, nous sommes quand même nombreux à le percevoir. J'en vois pour preuve le signe que nous soyons ce soir à nous poser ces questions et que nous sommes nombreux et que bien d'autres personnes se posent des questions très proches dans d'autres cercles, etc. Et que cette conscience-là est en train petit à petit d'émerger. Alors qu'il y a peut-être 20 ou 30 ans, on devrait continuer en faisant du business as usual, comme on dit dans l'entreprise, sans trop se poser de questions. Aujourd'hui, je peux voir combien de personnes s'interrogent, s'inquiètent, mais utilement, en décidant de transformer là où elles sont leur vie. Et donc, voilà, l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'à l'endroit où je suis, avec les moyens que j'ai, je peux apporter la qualité d'être au monde que je souhaite voir se répandre et être ainsi un diffuseur du nouveau monde. La vie que vous décrivez, Virginie, ne vous donne pas envie d'être vécue. Vivez la vie qui vous donne envie. N'attendez pas que la vie extérieure vous donne envie. Vivez celle que vous avez envie de vivre. En tout cas, je peux vous assurer que c'est ça qui me maintient en vie. C'est que je souhaite vivre la vie que moi je veux vivre. Bien sûr, je suis bouleversé par la folie du monde à certains endroits de la planète, et en même temps incroyablement nourri par la sagesse du monde à beaucoup d'autres endroits de la planète. Alors sur quoi je mets mon attention? La tragédie, Israël, Palestine, l'Ukraine, ces enjeux-là? Ou est-ce que je mets mon attention sur des peuples nomades qui vivent dans leur rythme depuis toujours, en s'émerveillant d'être vivants et de traverser un monde enchanteur? C'est quoi qui me nourrit? Vous voyez, je suis attentif à cette hygiène de conscience. Nous nourrissons notre être psychique avec la même vigilance que nous nourrissons notre être physique. Ne bouffons pas que de la nourriture avariée. Nourrissons-nous de bonnes choses. Voilà l'encouragement que j'ai pour que la vie que vous avez à vivre vous donne envie. C'est la vôtre. Virginie. Merci pour la question en tout cas, et je reconnais que la réponse peut être extrêmement sommaire et peut-être mal perçue. Et j'en suis désolé si c'est le cas. Alors, Laurence,
Comment survivre sans tomber dans le monde idéal des bisounours? Ben, en partie, Laurence, je pense que la réponse à Virginie peut vous éclairer. C'est pas bisounours que de regarder ce qui va bien. Sur la planète, il y a infiniment plus d'enfants qui naissent en bonne santé que d'enfants qui naissent avec un handicap ou une maladie. Et arrêtons de nous focuser sur ce qui va pas. Je ne dis pas qu'il faut pas s'occuper de celui qui est malade ou qui vit un handicap. Évidemment qu'il faut s'en occuper. Mais réjouissons-nous d'abord de la merveille qui fait que la vie est vie partout sur la planète. Infiniment plus de familles aimantes et chaleureuses qui font du lien et du nous avec leurs enfants et leurs tribus que de familles malheureusement que l'on peut juger dysfonctionnelles parce que effectivement elles ont du mal à avoir des rapports harmonieux. Donc soyons vigilants à nous nourrir de belles et bonnes choses. Comment guider nos enfants qui vivent aussi à l'école ces écarts entre théorie bien sûr et la réalité? Ben en parlant avec eux, en créant du lien justement de conscience. Effectivement, on t'enseigne à être respectueux, attentif, empathique, et que c'est pas forcément ce que toi tu reçois de la part de ces mêmes personnes qui enseignent ça. Et ça, nommer les incongruités. Mes 3 filles m'ont dit en revenant de l'école primaire, papa, les profs nous demandent d'écouter, mais eux, ils écoutent pas. Alors, je jette aucun blâme aux enseignants qui font souvent ce qu'ils peuvent avec des classes beaucoup trop nombreuses, c'est sûr. Mais je dis qu'effectivement, nous ne pouvons pas accompagner les enfants vers la clarté et vers le discernement si on ne répond pas à ces questions-là. Nous avons besoin de rencontrer ça et de dire, ben, je comprends que tu sois choqué parce que tu souhaiterais que l'écoute soit réciproque, évidemment, et que tu reçoives de l'écoute, c'est exactement comme tu as besoin de pouvoir écouter le professeur, que ce soit équitable. Et parfois, c'est pas équitable, effectivement, et ça génère de la colère et du dépit chez toi, parce que tu aimerais que ce soit cohérent. Est-ce que c'est ça que tu vis? Donc, accompagner l'enfant dans le fait d'accréditer que son ressenti est juste. Et que, effectivement, le système, pour le moment, tel qu'il a été prévu, ne permet pas ça, ne facilite pas ça. Vous voyez? Mais ne pas laisser l'enfant seul avec son doute, créer un espace où on peut se partager nos doutes ou nos agacements ou nos colères ou nos révoltes, bien sûr. Ce que j'observe en étant beaucoup en contact avec des familles, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de parents qui eux-mêmes sont à l'aise avec leur révolte, leur coup de cœur, leur indignation et blindent ça. Alors, si je blinde, j'entends que mon enfant se blinde pour ne pas déranger. Donc, plus je vais accueillir ce qui est en moi, mais dans le complet discernement, et je suis révolté de ces fonctionnements que je sais nommer, et en même temps, j'honore tout ce qui va bien aussi, les deux, vous voyez, de ne pas rester dans une partie négative, mais honorer l'ensemble de la complexité. Si possible, action collective ou individuelle pour rendre ce monde meilleur, beaucoup à la folie. Merci Laurence pour ce vœu. Qu'est-ce que nous pouvons chacun faire? Ben ça, créer la vie que vous voulez créer, que vous voulez vivre là où vous êtes. Créer des cercles de parole où on se parle de ça, où on sait pleurer ce qui a à pleurer, se révolter et en même temps se réjouir et s'enchanter de tout ce qui va bien pour nourrir les deux aspects. Éviter de se laisser plomber par les tragiques mauvaises nouvelles. S'entourer de belles et bonnes personnes qui vivent à travers les intempéries dans la confiance, dans la résilience de la vie. Laisser les relations plaintives et larmoyantes de côté petit à petit parce que c'est pas ça qui va nous aider à traverser l'intempérie. Et se défaire donc de certains liens qui vous bouffent trop d'énergie. C'est aussi simple que ça. Et également, comme action individuelle ou collective, inviter les écoles et les directeurs d'école à donner des cours de connaissance de soi, d'intelligence émotionnelle, de traversée féconde des conflits comme des compétences fondamentales aussi importantes, si pas plus, que lire, écrire et calculer. Et j'ai vraiment l'intuition que si nous sommes nombreux à travers toute l'Europe à demander, tous les parents demandent ce genre de choses, tôt ou tard, un changement se fera parce que c'est quand même une forte pression que d'indiquer que c'est ça que nous voulons. Petit à petit, hein, ça ne se change pas d'un coup. Voilà quelques perspectives d'action, Laurence. Merci. Merci beaucoup Thomas pour ces perspectives. Et nous avons une dernière question pour ce soir, une question qui nous vient de Lydie. Bonsoir tout le monde, j'ai une question de peur liée à un contexte qui me dépasse. Je pense aux zones de conflit, à une société contrôlée par l'économie et l'individualisme. Comment répondre à mon besoin de contribuer à une telle échelle? J'aimerais que la non-violence s'expande aussi rapidement que les conflits, que les pratiquants CNV soient encore plus en lien à travers la France et le monde pour avoir une voie de paix qui porte.
Merci Marshall pour son héritage. Merci à Gandhi. Merci à Thomas de nous transmettre tous ces savoirs. Merci à Gabin et Laurie pour leur engagement à faire circuler le message. Merci Lydie. Oui, merci beaucoup Lydie, parce que votre question peut nous donner l'occasion de boucler tout ce qui a pu être évoqué dans la journée là. Je suis très inspiré par la formule d'Einstein de nouveau, tiens par hasard 2 fois ce soir Einstein, qui disait la seule façon de se débarrasser d'un ancien système, c'est de le rendre obsolète. Je ne me bats pas contre l'ancien système. Si je me bats contre, j'obtiens de la lutte en retour et j'entretiens la lutte et la désespérance qui va avec la lutte, l'épuisement. Au contraire, je laisse l'ancien système s'écrouler et je construis le nouveau système. Je mets mon énergie là. J'ai pas de pouvoir pour arrêter. Nous n'avons pas de pouvoir pour arrêter la guerre en Israël et Palestine ou en Ukraine et Russie, etc. Nous n'avons pas de pouvoir pour éradiquer du jour au lendemain la surconsommation de matières premières, l'exploitation des matières premières dans de nombreux pays par un capitalisme tout à fait prédateur. Nous n'avons pas de pouvoir pour arrêter ça d'un coup. Alors arrêtons de nous en plaindre, mais travaillons au discernement, à la conscience, là où nous sommes. Et je vous donne un exemple extrêmement proche de mes amis, pardon, mes filles, pardon. Vous voyez, je suis pas toujours très clair, surtout après un long entretien comme ça. Je reviens, je veux dire, ma fille aînée a 2 amis du même âge. Elle a 25 ans, les amis ils ont peut-être 26, 27. Enfin, c'est des très bons copains à elle qui sont dans leurs premières années de boulot, dans des grosses boîtes. Ils ont fait des études d'économie, d'ingénieur, etc. Ils sont entrés dans des grosses boîtes en se disant on va faire carrière. Eh ben, ils ont déjà quitté après 2 ans. Parce que les rythmes sont fous à leurs yeux, que le langage est contraignant, qu'on leur parle mal et qu'il n'y a pas de nous. Eh bien, ils disent, je veux pas vivre ça. Et ils quittent, alors qu'ils sont hyper compétents et qu'ils avaient des bons salaires et des bagnoles de société, tout ce fatras que le capitalisme offre pour attirer des jeunes ressources. J'ai trouvé ça hyper intéressant et il se fait que j'ai entendu ça, je participe notamment à 2 séminaires, congrès de 3 jours depuis une dizaine d'années organisés par de nombreuses entreprises et ces séminaires s'appellent Programme Eve sur la place de la femme dans le management et Programme Octave sur la cohabitation des générations dans l'entreprise. Et je rencontre donc beaucoup de patrons de haut niveau, et patrons et patronnes, bien sûr, managers et managères, je ne sais pas si ça se dit, femmes, qui disent on a de gros problèmes de recrutement parce que les jeunes ne veulent plus travailler dans ce contexte d'objectifs à atteindre, de contraintes, de préoccupation uniquement du résultat au détriment de la relation, d'heures de travail épouvantables. Les jeunes veulent avoir une vie de famille et plusieurs patronnes m'ont dit en engageant la dernière personne, elle m'a dit clairement je ne prends pas de réunion après 18 heures parce que j'ai des enfants, une compagne et je veux une vie de famille équilibrée. C'est incroyable de dire ça, non? Pour ceux qui, parmi vous, sont entrés dans des grosses boîtes il y a 10, 15 ou 20 ans, on entrait en se mettant en garde à vous et en disant, je suis trop content d'avoir le job. Bien sûr, je vais travailler jusqu'à 8 ou 10 heures le soir pour finir mes dossiers, vous inquiétez pas. Et on pouvait bousiller sa vie de famille. Eh bien, je trouve ça super intéressant parce que là, on est en train de créer le nouveau système, des rythmes doux, de la qualité de la relation, bien sûr de la production et des services parce qu'on a besoin de vivre, on n'est pas dans un monde de bisounours, mais nous allons créer ces biens et services de façon qui est cohérente par rapport à nos rythmes, par rapport à notre goût de vivre, à la saveur que nous voulons avoir dans la vie. Et l'ancien système va se retrouver obsolète. Tôt ou tard, pas d'un coup, c'est pas magique, mais j'aime bien sentir cette vague qui s'éveille. Voilà, merci beaucoup Lydie pour votre question. Merci beaucoup Thomas. Et bien voilà pour ce tour d'horizon de questions-réponses. Merci beaucoup à toutes et à tous pour vos partages, pour le partage des questions en amont. Désolé pour les personnes qui nous auraient envoyé des questions qu'on n'a pas pu prendre ce soir. J'ai également vu dans le chat passer certaines questions. En tout cas, j'ai lu à plusieurs reprises dans le chat que les échanges et ces perspectives étaient à la fois inspirantes et nourrissantes. Donc, merci beaucoup Thomas pour ce que tu nous as partagé. Et puis, on avait envie de terminer la soirée. Pour les personnes qui voudraient aller plus loin, vous parlez en quelques mots de la formation du séminaire complet Vivre au-delà des peurs, qui reprend plusieurs des notions qu'on a évoquées ce soir, et en même temps qui reprend également des notions
théoriques, des exercices, des pratiques, des processus et également des échanges plus approfondis avec certains participants lors du stage. Donc cette formation, elle est disponible en ligne à partir de ce soir. C'est tout frais, on a terminé la page de présentation aujourd'hui. Le montage a été terminé il y a quelques semaines maintenant. Voilà un petit peu ce que nous pouvons en dire. Je vous montre la slide. Donc ce séminaire-là, c'est un séminaire qui s'est déroulé pendant environ 6 jours. Et donc les enjeux que l'on rencontre dans ce séminaire-là, donc c'est un séminaire d'approfondissement en ligne pour ne plus avoir peur d'avoir peur. Un sujet qui est vraiment central dans toi, ton approche et ton enseignement, Thomas, et qu'on retrouve vraiment tout au long de ce séminaire. Développer la confiance et l'estime de soi, aussi bien en soi qu'en la vie. Se détacher de la peur du regard des autres et vivre des relations épanouissantes. Se libérer des conditionnements et des mécanismes autobloquants qui nous limitent, oser être pleinement soi-même pour vivre la vie qui nous inspire et apporter sa contribution au monde qui nous entoure. Ce sont bien sûr des perspectives, en tout cas c'est des enjeux qu'on a beaucoup rencontrés dans ce stage-là, qui étaient voilà, très, très présents. Et donc pour ce séminaire-là, on a préparé deux packs un petit peu différents. C'est un séminaire d'approfondissement, donc pour les personnes qui ne seraient pas encore formées à l'approche de la communication non violente, on a préparé un pack qui regroupe la formation Les bases de la CNV. C'est la toute première formation qu'on a filmée avec Thomas il y a 4 ans et demi maintenant. Et puis c'est la formation qui a été la plus suivie, qui pose vraiment les bases du travail de la communication et de la conscience non violente telle que tu l'as transmis, Thomas. Et donc, ce séminaire d'environ 2 jours et demi vous permettra d'avoir vraiment les bases et les principes fondamentaux pour, en tout cas, on l'imagine, suivre avec fluidité le séminaire d'approfondissement Vivre au-delà des peurs. C'est pas du tout obligatoire de suivre. Vous pouvez aussi découvrir le séminaire Vivre au-delà des peurs et, si besoin, revenir après aux bases de la CNV. Mais en tout cas, si vous avez l'élan de suivre ces 2 formations dans la continuité, c'est le pack intégral qu'on a préparé. Donc ce pack-là, en tout, c'est une 40aine d'heures de formation. Il y en a une 10aine dans les bases de la CNV et un petit peu plus de 25 dans la formation Vivre au-delà des peurs. Voilà, il y a également des bonus. Ces formations-là, ça fait maintenant plusieurs années que plusieurs milliers de personnes les ont suivies. Les bases de la CNV, il y a un petit peu plus de 10 000 personnes qui ont rejoint cette formation. Et donc, on a eu aussi beaucoup de retours, de questions, de partage. Et quelque chose qui revient souvent, c'est de pouvoir également rencontrer d'autres personnes ou se sentir en communauté, pouvoir interagir, peut-être aussi pratiquer avec d'autres personnes. Et donc, ces derniers mois, on a de plus en plus mis à disposition des espaces et des outils qui permettent également de rencontrer d'autres personnes qui sont sur ces cheminements-là quand vous suivez les formations en ligne. Et donc, en rejoignant, par exemple, ces formations, vous avez accès à une Maps où il y a plusieurs centaines de personnes qui sont un petit peu partout dans le monde, qui peuvent également être disponibles et intéressés pour échanger à distance. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire du nous aussi dans ces formations en ligne. Donc voilà, en quelques mots, ce que contient ce pack intégral. Et je pense que dans le chat, Laurie vous mettra également le lien vers la page de présentation un peu plus complète. Là, c'est simplement pour faire une présentation succincte. Et pour les personnes qui seraient déjà formées à la CNV ou qui auraient déjà suivi, par exemple, les bases de la CNV, on a un pack, entre guillemets, essentiel. Le pack essentiel, c'est ce séminaire-là, Vivre au-delà des peurs, avec en bonus la journée de pratique que nous avions faite avec toi, Thomas, il y a, je pense, 1 an maintenant sur ce thème-là. Et donc, c'est une formation qu'on retrouve également dans le pack intégral. Voilà pour le pack essentiel, qui est principalement pour les personnes qui seraient déjà initiées, formées à la CNV. On pense qu'en tout cas, c'est ce qui est le plus pertinent. Et voilà les 2 packs qui sont à disposition pour ce séminaire. Voilà donc pour la présentation de cette nouvelle formation. On est vraiment ravis de pouvoir vous la partager. Et ce que je vous disais en début de soirée, c'est vraiment en tout cas pour moi, un rêve qui se réalise, puisque j'ai rencontré Thomas il y a maintenant 6 ans dans l'endroit où il anime habituellement ses formations à Assenois, là où tu es en ce moment même, Thomas. Et pour ce séminaire-là, Vivre au-delà des peurs, on a eu l'occasion de revenir dans cet endroit-là et de pouvoir filmer avec un groupe comme vraiment tu fais habituellement. Et c'était vraiment l'intention d'arriver aussi à proposer une sorte d'immersion pour les personnes qui n'auraient pas l'occasion
de participer au séminaire en présentiel pour l'instant. C'était de pouvoir connecter aussi avec ce travail-là et la magie qui se passe, moi en tout cas, que je perçois dans ces séminaires-là et qui me touche énormément. Et donc pour ça, il y a un grand merci à toi Thomas de nous avoir accueillis à Senoy et proposé cette formation. Un grand merci également aux participants qui se sont engagés dans ce processus et cette formation, en sachant qu'elle était filmée, en acceptant que ça soit partagé, avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'élan de contribution. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, moi, qui me touche beaucoup. Et un grand merci également aux équipes. Je pense à Tim, Yvain à la réalisation, à Laurie à toute la préparation, la logistique. Je pense aussi à Océane, à Chloé. Voilà, toutes les personnes qui contribuent à préparer un peu cet écrin qu'on a vraiment envie dont on a envie de prendre soin et de partager et diffuser. Voilà pour quelques mots pour la formation. Je sais pas, Thomas, si tu veux en dire un petit mot. Oui, volontiers. Personnellement, je suis très touché que cette formation sorte et hâte de la découvrir moi-même, agencée et mise en page ou mise en forme, vraiment avec toute confiance dans la qualité du travail que vous fournissez d'habitude pour ce travail très minutieux, très attentif. Qui permet de garder autant que possible du contenu sans que ça prenne trop de temps. En même temps, j'ai immense confiance aussi dans la qualité esthétique de notre incroyable équipe de cinéastes, Tim et Yvain. Vraiment, je pense que ça va être très beau, très nourrissant. Je suis heureux aussi de pouvoir permettre aux personnes qui n'ont pas l'occasion de venir en résidentiel se retrouver un peu dans la salle où j'anime mes stages depuis 30 ans et qui est la salle principale de la maison, ma maison familiale que j'ai reprise à la mort de mon père il y a maintenant 23 ans, oui, et qui s'ouvre régulièrement pour accueillir des groupes comme ça. Et voilà, donc très heureux que vous puissiez être un peu dans cette atmosphère-là pour celles et ceux qui suivront le séminaire et goûter également l'écrin de forêt extraordinaire. Nous sommes au milieu des bois, dans une nature vraiment magnifique. Beaucoup de gens associent la Belgique au plat pays de Jacques Brel, pensant que c'est tout plat avec des canaux. Eh bien non, c'est pas que tout plat. Il y a beaucoup de régions différentes en Belgique, sur 300 kilomètres entre la côte qui est tout à fait à l'ouest et le Grand-Duché de Luxembourg, disons pour le mettre, qui est tout à fait à l'est. Eh bien, il y a de nombreux paysages très différents. Et moi, nous habitons un paysage qui ressemble un peu au Jura, avec de belles collines profondes et des étangs et des ruisseaux silencieux. C'est tout à fait charmant, délicieux et nourrissant. Donc voilà, bienvenue pour celles et ceux qui prendront ce cours. Ouais, on essaiera, on a vraiment plaisir aussi à partager au-delà de la formation, des gens qui rejoignent la formation, mais de partager des extraits. Vous avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux, donc dans les prochaines semaines, on partagera certains extraits de cette formation. Et si vous êtes également curieux, on parlait de la beauté de la forêt, du cadre naturel dans lequel se déroule aussi ce séminaire-là. On a partagé sur la page de présentation une interview qu'on a réalisée ensemble, Thomas, dans cette grande allée au milieu des arbres. Et je trouve que voilà, c'est déjà un bel aperçu de l'énergie qui se trouve. En tout cas, moi, ça me relie fort à cette magie-là que j'ai pu expérimenter à de nombreuses reprises en ta compagnie. Merci beaucoup, Gabin, en tout cas de toute cette réalisation et de cet accomplissement. Merci. Voilà pour cette soirée. Merci beaucoup pour votre participation, pour votre présence, pour votre également bienveillance. J'ai vu passer dans le chat plusieurs messages et voilà, je nous sens vraiment continuer cette aventure qui a démarré il y a quelques années maintenant et qui avait pour intention de contribuer à diffuser le travail que tu fais, Thomas, depuis plus de 30 ans maintenant. Et on sent de plus en plus cette communauté, cette reliance et ce nous qui se tisse. Et voilà, on a vraiment un plaisir à avancer projet après projet, soirée après soirée, moment d'échange après moment d'échange avec vous sur ces chemins-là. Et je peux également peut-être vous partager, puisqu'à l'approche de Noël, il y a peut-être des cadeaux qui sont en préparation. On a travaillé ces derniers mois sur les possibilités d'offrir des bons cadeaux sur le site de En Développement, donc avec toutes les formations de Thomas. Donc si c'est des cadeaux que vous avez envie de faire, vous pouvez offrir également des accès de formation en ligne. Je pense aux formations Les bases de la CNV ou Apprendre à gérer les tensions et les conflits sans violence, où il y a 7 ou 8 formations qu'on propose avec toi, Thomas. Et donc, vous pouvez retrouver cette possibilité-là de bons cadeaux sur le site En Développement. Et je salue Laurie et Greg et Chloé et Océane qui ont travaillé sur ce sujet-là.
qui permettent de tout automatiser et de même pouvoir récupérer ces bons cadeaux dans les minutes qui suivent la commande. Donc, si c'est le 20 décembre, le 22 décembre, le 23 ou le 24 décembre qu'il vous manque un cadeau, en tout cas, au niveau technique, tout est prêt. Donc, on est content également de pouvoir mettre ça à disposition. C'est des choses qui nous sont souvent demandées. Donc voilà pour la petite info de fin d'année de préparation de cadeaux de Noël. Voilà, je regarde dans le chat s'il y a des questions. Je vois beaucoup de remerciements. Il y a beaucoup de questions qu'on n'a pas l'occasion de prendre, malheureusement. Je voudrais vraiment remercier tout le monde, bien sûr, d'abord de votre présence, de l'amitié, la fidélité pour beaucoup d'entre vous, d'être là et de l'ouverture et de l'intérêt pour celles et ceux qui nous auront rejoints ce soir. Et je suis très touché de voir les débats qui s'instaurent entre vous, en tout cas les échanges, et que cela crée, je l'espère, du lien. Et bien sûr que je suis touché par les questions des personnes qui auraient aimé avoir une réponse. Et voilà, besoin d'accepter que dans le temps qui nous est, que nous choisissons d'avoir, disons que nous n'aurons pas l'occasion de rencontrer tout le monde, mais ça n'est que partie remise. On se reparlera, je l'espère, prochainement. Merci à tous et j'ai à cœur de vous souhaiter de très paisibles fêtes cette année, malgré le contexte qu'on a bien évoqué de tension, de chaos, de brutalité invraisemblable sur la planète. C'est quand même un moment pour apporter de la douceur, de la tendresse, de l'empathie, de la compréhension. Et ça nous demande à chacun de la vigilance parce que vous m'aurez déjà entendu parler de cet autre mécanisme autobloquant qui est les rapports de force, domination, soumission, agression, démission. C'est une vieille habitude. Dès qu'on n'est pas d'accord, on s'agresse ou on s'écrase au lieu de s'écouter, d'essayer de se comprendre, d'accepter qu'on n'est pas d'accord. Eh bien, particulièrement dans les repas de fête, on peut se retrouver avec le vieil oncle qui est un peu trop à droite à notre goût ou la vieille tante qui est un peu trop dépressive à notre goût, etc. Et ça crée des difficultés, des tensions. En même temps, c'est le microcosme de la planète. Si à cet endroit-là, nous arrivons à être à l'écoute, bienveillants, souriants, à lâcher la conversation quand on n'a plus envie d'y être et à ne pas vouloir avoir raison et imposer nos points de vue et à laisser flotter les choses simplement, je pense que nous agissons pour la pacification de la planète tout entière. Ça ne veut pas dire que nous démissionnons, ça veut juste dire que nous acceptons que l'humanité est extrêmement variée. Voilà, bonne fête à chacune et à chacun et à bientôt. Merci beaucoup Thomas, belle fête de fin d'année et à l'année prochaine. Au revoir. À la prochaine. Au revoir.